Le Cameroun élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme membre non permanent de cette institution. Le Cameroun a eu plus de voix que des pays comme l'Argentine, le Danemark ou encore l'Autriche. Des ONG qui fustigent cette élection du Cameroun au regard de la situation désastreuse, disent-elles, des droits humains au pays de Fabien Eboussi Boulanga. Et donc on va surtout se rappeler de l'affaire de la vidéo d'exaction dans l'extrême nord du Cameroun où on a vu des personnes présumées soldats qui tiraient sur des femmes et leurs bébés. Donc le Cameroun est actuellement donc dans cette tourmente et on se pose bien des questions. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette brillante élection du Cameroun comme désormais membre non permanent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? En tout cas, on aura l'occasion dans les jours à venir et les semaines à venir de poser les bases d'une telle élection, de voir comment le Cameroun a pu gagner de manière diplomatique cette bataille au niveau international. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Comme chaque matin, toute la grande équipe est en place. D'abord vous, Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Une question, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Quelle est la dimension normale d'une route? Telle est la question ou la réponse que j'ai essayé d'obtenir ce week-end, oui, en mesurant en largeur nos axes routiers. Monsieur Eric Fopoussi, la route fait sensiblement 6 mètres. Oui. Avec des gros porteurs qui mesurent en largeur 1,80. Comment est-ce qu'on circule véritablement lorsqu'on nous dit que parmi les causes des accidents, il y a l'état de la route, parlant des nids, il y a le chauffeur, il y a l'état du véhicule et j'en passe. A-t-on seulement pensé à la largeur de la route? Je pense, monsieur Eric Fopoussi, que le prochain président de cette République devra mettre en prison tous les constructeurs des routes parce qu'ils ont détourné l'argent de ce pays. Voilà, les routes quand tu nous tires. Juste pour qu'on comprenne la mercuriale des routes au Cameroun, en règle générale au Cameroun, 1 kilomètre de route bitumée coûte 400 millions de francs CFA aux contribuables, alors que dans les pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on est dans les 200 millions, 150 millions le kilomètre de route bitumée. Donc le Cameroun fait le double de ses voisins africains. C'est une honte, c'est une incongruité, une incohérence et ça doit s'arrêter dans un pays qui se veut gouverner. Merci Charlamel, on vous retrouve à 10h30 pour la colère de Charlamel. Ce matin, on ouvre un gros dossier. En tout cas, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte au moment M. Florazé est également là ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Charlamel parle des routes, moi je vais parler des usagers de la route. Ce matin, j'ai vécu un fait très étonnant et très pathétique. Je ne vais pas citer l'entreprise en question, mais oui, c'est un bus de transport urbain, carrément, oui, socature, penché, je ne veux pas dire tordu, avec les individus à l'intérieur. Tout le monde a crié au scandale. Mais le chauffeur, lui, n'est pas inquiété. Et les populations, les usagers comme vous et moi, sont à l'intérieur. Non, personne n'est inquiété. Il fait le tronçon d'Okoti, Aqua et autres. J'ai trouvé ça scandaleux. J'ajoute, les Bensikineurs ont failli, ont voulu intercepter. C'est les policiers qui ont chassé les Bensikineurs. Le bus est vraiment à vos mains. Oui! Non, attendez. Vous mettez dans... Vous détruisez tout ce pourquoi nous crions tous les matins. Le changement, nous voulons le changement. Mais comment des Camerounais peuvent accepter se faire conduire dans un engin dans cet état? J'ai trouvé que c'était scandaleux. Soit les Camerounais ne savent pas ce qu'ils veulent, alors que pourtant je sais que les Camerounais aujourd'hui sont assez matures pour discerner et juger un certain nombre de choses. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Florazé, je vais vous faire une image et j'en parlais ici et Charles Hamel était le premier à me griffonner un peu là-dessus. Quand vous voyez dans un pays à la veille d'une élection présidentielle des grands maîtres
venir faire un balai comme on a vu tout récemment. À quoi vous vous attendez? Il y a une frigorification de nos cerveaux qui fait en sorte que voilà, on accepte l'inacceptable et on a fini par s'habituer à la misère et on a fini par être, comme on le dit le plus souvent, être des personnes atteintes du syndrome de Stockholm. Donc voilà, il n'y a pas d'autre explication à ça. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je salue ce matin la mémoire de Fabien Ebousi-Boulaga, ce grand homme, ce savant qui vient de nous quitter. Heureusement qu'il a laissé derrière lui des gens formés, une postérité bien formée. Mais c'est une race d'intellectuels qui est en train de partir. On ne peut pas vivre éternellement, c'est vrai, mais lui, ses idées resteront éternelles. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout que, on va dire que le Muntu est en crise. Absolument. Est toujours autant en crise qu'avant. Tout à fait, la crise du Muntu. On va, madame, monsieur, vous vous demander aussi, par là même, de vous installer confortablement pour qu'on lance cette émission avec la première articulation. Et c'est en place déjà avec Tendance Kenyé qui va peut-être déménager aussi ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je salue Maman Alice Ndembopi, tous ceux qui me regardent. Je vous aime très fort. Ce matin, on va parler d'un homme de Dieu qui a fait fort. Les anges arrivent ici déjà. Non, pas un bonbon. Un homme de Dieu qui a gâté un mariage où j'ai bu le vin, on m'a donné un pain. Donc on devait doter. Saint Eric. Donc un homme de Dieu qui détruit un mariage où j'avais déjà bu le vin de ça. Bref, on est venu le petit est venu m'annoncer que maman, d'ici quelques temps, on va aller doter ma femme. Voilà le vin, voilà le pain. L'homme de Dieu a gâté. Comment on a su? Point d'interrogation. Message sur message. Je t'aime sur je t'aime dans les messages, les conversations. Beauté naturelle dans les conversations. Mais Dieu aime l'amour. Formé comme une guitare. Toujours dans les messages. Les beaux yeux. Tu as les yeux doux, chérie. Toujours dans les messages. Tu parles tellement bien. Toujours dans les messages. Le petit Olivier pleure. Quand il veut parler, on va croire qu'il parle de Olivier la flamme ou encore de Tag Olivier. C'est un petit qui s'appelle Olivier, l'un de mes fils. J'ai les enfants comme ça, Eric. Si je vous montre, si je commence à citer la liste, le nom de mes enfants, ça va remplir la liste du bac. Le petit Olivier me dit, maman, je l'ai aimé, mais je préfère souffrir de l'oublier. Olivier âgé de moins de 35 ans, peu mon bon. Attends, ce n'est pas un reportage. Olivier, âgé de 35 ans, voit comment un pasteur, comment un homme de Dieu détourne sa fiancée, quoi. Au départ, comme il était avec madame a dit que ouais, comme toi et moi nous sommes là, rien ne marche là. Je veux qu'on commence à aller à l'église. C'est elle qui propose. Le gars a sa ligne. Chaque fois, il part à l'église prier. Le jour que le gars n'a même pas le temps, il dit que ouais, va-tu prier pour nous. Quand elle a commencé à changer de comportement, d'après ce que le gars m'a dit, elle dit qu'il y a des prières à Ezeka. Elle part. Le gars laisse. Le petit Olivier, là, parce qu'il sait que c'est au nom de Dieu. De la famille, c'est au nom de Dieu. Tu parles avec qui? Avec notre encadré de l'église. Notre père spirituel. Voilà. Comme ça que elle fait 2 jours qu'elle revient à la maison. Elle tape une semaine. Après, elle dit encore, veillez pour les aveugles. Veillez de prière pour les aveugles. Vous allez faire ça où? À Edea. Le petit ne laisse pas. Bien, on ne prie pas pour... Elle était membre actif. On ne prie pas pour renforcer les liens de mariage. Demandant le port au cochon. Deuxième, troisième, quatrième sortie. Bébé, il y a veillez pour qu'il y ait la paix dans le pays. Ça se passe où? Ça doit se passer où? En Gambetika. Tu sais que Gambetika, c'est où? Donc, tellement elle donnait les noms des endroits au point où le petit s'est endormi. Le petit me dit que chaque fois qu'ils ont les problèmes, qu'elle parle dans les veillées de prière entre ta, quand il veut gronder, que ouais, c'est les démons qui te font bavarder, chérie. J'étais sûr. Je ne peux pas faire la fornication. Voilà le gros mot en français. Moi, faire la fornication, chérie. À un moment donné, il a compris que non, ma femme, si, ça ne va plus. Un peu moment. So, il a commencé à contrôler ses gestes, contrôler le téléphone. Et dans les messages, il a vu ce qu'il pouvait voir. Chaque fois qu'elle partait comme ça, elle partait à Kribi. Il s'est dit, commande plutôt les gambas.
le temps pour moi de descendre te trouver. Bébé, retrouvons-nous plutôt de l'autre côté de la plage. Donc il a lu tout ça dans les messages. C'est où il a su que madame, chaque fois qu'elle disait venir de prière, elle partait comme ça à Kribi, jus de sa jeunesse. Ouais. Aller chercher l'Esprit Saint à Kribi. Comment se comporter face à cette situation? Un gars qui est en train de dire qu'il pleure, il préfère souffrir d'oublier sa fiancée. Qu'il a lui laissé sa fiancée à l'homme de Dieu. La fiancée de son côté aussi dit que c'est les mauvais esprits. Que son gars au moins te dise de mots, que tu mérites qu'on te délivre. Prends ta décision. Elle a dit au petit que prends ta décision, tu appliques une fois. Parce que comme ils sont en train de dire que c'est le mauvais esprit, que tu as les démons en toi. On va d'abord te délivrer pour que je revienne chez toi. À moins que tu essaies de prendre la décision et appliquer. Mais si tu n'appliques pas, croyant que je vais encore revenir, c'est que tu mens. Aider un peu ce petit à pouvoir, parce qu'il m'a dit qu'il ne dort pas, qu'il a les insomnies. Il a dit un gros mot en français, là, qui déprime. Déprimer veut dire quoi? Moi, je ne connais pas. C'est Flora. Il dit, mais pourquoi on dit que déprimer, on déprime comment? C'est un long français. Non, ça veut dire que c'est la dépression. Ça veut dire qu'il souffre, ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup. Ah, il souffre d'une dépression. Voilà, il réfléchit beaucoup. Il est dépressionné. C'est un enfant qui est dépressionné. Il a besoin de conseils. Et de ces citoyens camerounais qui est dépressionné. Déprimé. Non, qui est déprimé. Qui est déprimé. Moi, le français est la stéréotype. C'est pas comme ça. Je demande que tu vas fréquenter pour moi, papa. Même mes enfants vont fréquenter pour moi jusqu'à. Alors, on va dire, l'histoire de ce matin, permettez-moi de dire que, raconter un petit fait que j'observe chaque matin. Vous savez, j'ai la charge et la mission de réveiller les auditeurs de Radio Equinox chaque matin à 6 h sur Radio Equinox chaque matin, ce qui me permet de sortir très tôt à 4 h le matin. Alors, généralement, j'observe devant les chapelles les gens qui reviennent de la prière la nuit et qui, à cette heure-là, discutent les places de taxi avec moi le matin. Et je me pose souvent la question de savoir, mais qu'est-ce qui pousse les gens à être autant et aussi assidus à aller passer la nuit dans une chapelle? Et chaque fois, je me fais toujours cette réflexion parce que si les Africains mettaient autant de temps dans le travail, à faire des choses utiles pour leur communauté, à réfléchir sur la science, la technologie, à réfléchir sur comment l'Afrique peut dominer le monde, je pense qu'on serait très avancé et qu'on ne serait plus autant dominé qu'on l'est aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que c'est une question liée à la spiritualité, cette dépendance, puisque l'Afrique a acquis une mauvaise indépendance, on va dire, et donc cette mauvaise indépendance, indépendance de facettes qu'on a eu en 60 n'a pas été dans les faits, n'a pas été concrétisée dans les faits, puisque nous restons dépendants de manière spirituelle, de manière politique, de manière économique, et donc notre indépendance spirituelle, on la cherche, on la veut encore. Et donc on voit comment des pasteurs, sur la base de ce pouvoir de gourou qu'ils ont sur certaines personnes, réussissent à les faire gober des choses impensables. Comme quoi un individu aurait 12 démons et qu'il est important de délivrer. Et vous voyez les délivrances, on voit souvent des photos de délivrance sur les réseaux sociaux. On voit qu'ils utilisent des moyens le plus souvent très drastiques. Alors bon, Mbengan, qu'est-ce que vous dites de l'histoire de ce matin? Quelle est votre analyse? Quelle est votre appréciation? Non, en un mot, quitter les églises, là, rester à la maison. C'est tout. Voilà un autre argument qui nous arrive aujourd'hui. Moi, je n'ai pas assez lu la Bible, mais j'entends les gens en discuter. Donc, vous dire, apparemment, il a écrit là-bas quelque part que tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras, voilà, des choses comme ça. Mais quand c'est un homme de Dieu qui disloque le couple, je ne sais pas si c'est ce qu'on apprend dans les écoles de théologie. Non. Est-ce que c'est tant l'homme de Dieu le problème? Est-ce que ce n'est pas le rapport que les Africains, lorsqu'ils accèdent à l'indépendance, le regard qu'ils ont vis-à-vis de ces questions de foi qui sont importées, qui viennent de l'étranger et qui continuent à nous faire dépendre de ces choses sont venues avant l'indépendance. Oui. Et nous avons pensé avoir fait un modus vivendi avec eux. Mais sauf que ces églises importées, c'était des soldats qui venaient conquérir le continent. D'abord, il faut dire que dès ce jour, dès cet instant, ils sont arrivés.
il y a eu des couples qui se sont disloqués à 2 niveaux. Premier niveau, lorsque les jeunes filles étaient fiancées, il y avait le phénomène de Siksa. Le Siksa, Siksa. La Siksa, voilà. Votre papa pourra vous expliquer. C'est-à-dire qu'on amenait la jeune fille dans l'encadrement à l'église. Mais quelquefois, il y en a qui venaient enceintes. Alors qu'il lui a été interdit de faire la fornication, c'est-à-dire lui interdit d'entretenir des rapports sexuels avec son prétendant avant le mariage officiel. Oui. Mais elle venait de l'église étant enceinte. Mais là, on ne nous a jamais dit si c'était l'Esprit Saint qui les enceintait ou pas. Mais de toutes les manières, c'est Jésus seul apparemment qui a été... Conçu par le Saint-Esprit. Voilà, tout à fait. Mais l'autre chose, je peux dire par là, c'est que ce sont ces églises qui ont brisé la polygamie chez nous. Parce que réussissait à convaincre, et on peut passer par votre fille, par l'une de vos épouses, pour venir vous convaincre de devenir religieux. À ce moment, on vous dit non, vous ne pouvez avoir qu'une seule femme. Et voyez Mbombo comme moi, avec mes 3 épouses, je vais choisir laquelle, avec qui je vais commencer à prendre des sacrements. Si je prends l'aîné, comme vous aimez dire, la mère qui a épousé les autres, on va dire, ah, vous avez dit, il a porté sa préférence. Si je prends la deuxième, on va, voilà comment. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez généralement des couples polygamie, vraiment la polygamie, voilà l'origine des problèmes de polygamie. Donc, pour ce cas précis... Que doit faire le bonhomme? Il doit laisser cette fille. Il ne doit plus l'épouser. Ce n'est pas possible. Il ne doit plus l'épouser. Elle est irrécupérable. À un moment donné, il faut qu'on aille résoudre le problème. Si maintenant, si j'ai dit à cet enfant de venir me voir pour le laver, on va dire que voilà, il avait cette mauvais esprit en lui. Maintenant, il en a eu, pour lui en ajouter 6 autres. C'est important. Puisque c'est ce que sa fiancée auprès de vous. À un moment donné, les Africains doivent savoir ce qui constitue le socle de leur spiritualité. Mais chez nous, à notre époque, dans l'Afrique traditionnelle, en réalité, on peut pardonner quand la femme a été trompée. Et qu'elle fasse un mea culpa, elle peut refaire sa vie avec son prétendant. Ça, c'est faisable, c'est gérable. Mais sauf que l'élément nouveau qui est là-dedans, c'est que vous avez bien dit, cette église importée, qui déjà commence à diaboliser le fiancé de la fille, là, ça devient un problème grave qu'on ne peut pas résoudre facilement. Parce que déjà, il y a une dichotomie entre les deux. L'un est allé à gauche, l'autre à droite. Vous ne pouvez plus, le rapprochement, selon les normes même de cette église-là, va les séparer à jamais. C'est pour ça que je dis à ce garçon, de rester tranquille, de la laisser purement et simplement. Comme il a dit lui-même, il va souffrir de l'oublier. Donc il faut souffrir de l'oublier. Vous vous dites, ce n'était peut-être pas votre épouse. Voilà. Alors, puisque cette émission a vocation à lancer des pistes de réflexion dans la science humaine, dans les sciences humaines, il faut aussi qu'on étudie l'impact que les églises réveillées ont eu dans notre vivre ensemble sur le continent africain, sur le plan de nos États, sur le plan des communautés, sur le plan des villages. On a longtemps vu des conflits sur le continent qui opposaient différentes congrégations religieuses, différentes obédiences religieuses. On a vu des musulmans contre des chrétiens, on a vu les anti-Balaka et les ex-Séléka en Centrafrique. Donc ces églises-là, il faut qu'on va devoir étudier et voir quel impact, ça c'est au-delà des familles, au-delà des divisions dans les familles, parce que un croirait à un dieu Bouddha et l'autre, d'ailleurs on voit clairement aujourd'hui ce que ça crée dans des zones comme la Birmanie, où il y a une minorité Rohingya qui est aujourd'hui obligée de se réfugier au Bangladesh parce que les bouddhistes qui ont le pouvoir en Birmanie, donc toutes ces religions, toutes ces croyances hors Afrique qui créent des conflits, alors que de l'histoire africaine, on n'a jamais vu en Afrique des gens se battre pour des questions spirituelles. Je vous dis, je mets au défi quiconque, depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu en Afrique
des gens qui se battent pour des divisions qui soient issues des croyances spirituelles. Alors, Charles Abel, ça c'était une parenthèse. Quelle est votre appréciation de cette question? Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que toutes ces situations arrivent parce que la femme se plaigne trop. Les femmes se plaignent, monsieur Eric Fopoussi. Il n'y a pas un être qui se plaint comme la femme. Pasteur, j'ai mal dormi, priez pour moi. Pasteur, mon mari a encore ronflé comme ça la nuit, priez pour lui. Pasteur, mon mari m'a répondu comme ça, que dois-je faire? On y sont allés jusqu'à créer des groupes WhatsApp où le pasteur est en même temps psychologue, il est sociologue, il est gynécologue, il est médecin généraliste. Le pasteur est tout. Tu dis n'importe quoi, la femme dit attends, je vais voir mon pasteur. Les pasteurs sont devenus comme les maîtres d'école. Ou lorsque ton enfant rentre à la maison, tu dis à l'enfant que le devoir, si tu as raté, dit que mon maître a dit que. Mon maître a dit que. Le père veut tout faire, il dit non, c'est mon maître qui a dit. Voilà ce vers quoi nous sommes en train de tendre, M. Eric Fopoussi, vers la perversion complète. Voilà une jeune fille vulnérable, naïve, qui s'est laissée entraîner dans les méandres d'un homme de Dieu. Mais disons la vérité, on connaît toutes ces églises qui font aujourd'hui le Ramadan. Il n'y a plus l'abri nulle part. Qu'est-ce qu'elle est allée voir en ce pasteur? Les plaintes. Est-ce que c'est sûr que c'est le bon? Le pasteur dit commençons le tridou. Je ne sais que 3 jours. Prions pour que ce soit le vrai. Allons à la neuvaine. Retrouve-moi tous les jours à 6h, à 18h. Passe toute la journée sans prier, sans manger, ni boire de l'eau. Pendant que la fille arrive, mettons-nous à genoux. Prions, ferme les yeux. Laisse, je vais te bénir afin que tout ce qui voit et touche en toi se transforme en or. Ça commence par la tête, la bouche, la poitrine, le ventre. Je prie sur ton ventre pour que tu puisses enfanter. Et après, ça descend entre les cuisses et ainsi de suite, monsieur. Voilà le procédé que ces gens utilisent pour pouvoir dompter. Pas seulement des jeunes filles qui veulent se marier, mais même des femmes mariées. Pour les femmes mariées, alors je suis sûr que si on a dans toutes les églises, c'est un tribunal. Voilà les pasteurs qui se retrouvent à être au courant de la vie privée des gens. Qui est parfait? Même le pasteur qui n'est pas parfait. La preuve, Alain Ndoko, vous allez voir combien de femmes portent plainte, demandent le divorce à leur pasteur de mari. Donc, monsieur Eric Fopoussi, Dieu a foutu le camp dans les églises. La vocation est morte. Les gens sont beaucoup plus à la recherche du gars. On sait que désormais dans l'église... Y a-t-il jamais été d'abord? Voilà. Les gens aujourd'hui se retrouvent dans l'église pour chercher de l'argent, pour chercher la vie facile. Ça a commencé dans les années 90. Avec un prêtre qui s'était vanté, je ne vais pas le citer ici pour quelques comédités, même comme fédéral de la politique, M. Eric Fopoussi, il s'est vanté en pleine messe, c'était au Mont Fébé, il a dit, je ne porte que des chaussures en peau de crocodile. Consultation faite, enquête menée, et c'était que ça. Il dit, je ne roule que dans des grosses voitures. Et jusqu'aujourd'hui, il est même âgé de 73, 74 ans par exemple, par là, il ne roule que dans des grosses voitures. Il dit, Dieu a donné, je prends. Donc, monsieur, il faut possible. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on essaye de faire comprendre aux jeunes filles que celui qui est en face de vous n'est qu'un prêtre, n'est qu'un pasteur. C'est les deux appellations, on n'est qu'un moine. Il sera chair. Et la chair est faible. J'accuse le garçon. J'accuse le mari, avec le fiancé. Tous les jours, ta femme te dit qu'elle va à la veille de prière. Tous les jours, elle te dit qu'elle va à ci, elle va à ça. Un beau matin, surprends-la. Un beau matin, va à l'église. Il ne faut pas qu'un jour, elle entende une chanson ou elle est en train d'interpeller les démons que tu ne connais pas. Va à l'église pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Un dimanche, lève-toi, tu dis qu'aujourd'hui, on va à l'église. Ou elle dit, elle va à une veille de prière, tu dis, alors je t'accompagne. Allons à cette veille de prière pour découvrir. Aujourd'hui qu'il a découvert, il a non seulement mal, mais je lui dirais, fais comme les chrétiens, pardonne.
Alors, Flores, je passe à vous, hein, sans transition. J'ai un petit commentaire à faire, mais je préfère vous laisser prendre la parole. Oui, Charles Hamel ferait un bon pasteur aussi, un homme de Dieu. J'ai été pasteur. Voilà, très éloquent. Non, je dirais que le monsieur ne peut pas donner pour vivre en paix, non. La vérité, c'est que la croyance n'est pas basée sur un individu. Je crois que c'est là où on s'est un peu perdu. Mais sur un concept de vie que notamment, qui se retrouve notamment dans la Bible. Et maintenant, les hommes de Dieu sont des sortes de catalyseurs pour conduire le peuple, mais sur une base préétablie. Donc ça veut dire qu'on ne met pas sa confiance, sa croyance à un monsieur ou à une femme. Non, là c'est de l'idolâtrie. Et puis je vais dire que la Bible n'est pas un problème, ou le concept de croyance n'est pas un problème, mais ce sont les êtres humains. Et j'ai toujours dit que moi, ce concept de chasteté est à revoir. Parce que Dieu a fait de cette création quelque chose de merveilleux, de sacré en même temps. C'est que quand il a fait, il a formé, créé l'être humain. Et puis, il a rendu le corps charnel. Et c'est pourquoi, si vous parcourez très bien la Bible, même l'apôtre Paul l'a dit, si vous brûlez, c'est-à-dire que sur le plan charnel, si vous brûlez, vaudrait mieux. C'est-à-dire que l'astuce serait de se contenir dans un mariage. Florazé, pour ceux qui sont passés par le grand séminaire, notamment en année de propédétique, on vous enseigne une chose. Il faudrait que les gens voient en vous le Christ. Soyez vous à l'image du Christ pour que le message que vous véhiculez... C'est une vie, oui. Non. Quand vous dites que c'est l'homme, ça fait partie d'un cours où il s'identifie à Christ, c'est-à-dire qu'il sait... Permettez-moi de vous dire que lorsqu'il vient mettre sa paume de main sur votre front en vous disant je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus qui te pardonne là à ce moment. C'est ça qui vient, ce n'est pas l'homme qui est en lui, c'est Jésus qui se saisit de son corps, ce qu'on appelle la transmutation. Non, vous savez, la perfection... Donc, ne dites pas qu'il faut se détacher, non. Non, on se détache de l'individu. Pourquoi je le dis? Parce que, et regardez ce qui se passe autour de nous. Quand vous avez une totale confiance en la personne et non au concept de vie, de la parole, ça devient un problème. Ça veut dire que vous avez l'impression que c'est le pasteur qui viendra travailler pour vous, c'est le pasteur qui viendra vous donner à manger, c'est le pasteur qui viendra, c'est le pasteur... Bon, c'est l'homme de Dieu qui viendra, c'est l'homme de Dieu qui viendra. Et malheureusement, beaucoup de familles, beaucoup de personnes sont tombées dans le piège. Donc maintenant, on en vient qu'il y a également des bonbons pasteurs. Je crois que c'est un artiste ivoirien qui l'a dit. Et c'est pratiquement dans tous les milieux. On aura toujours les brebis galeuses, on aura toujours de faux individus qui vont usurper un certain nombre de choses pour leurs besoins personnels. Je viens pour dire que la croyance en Dieu n'est pas mauvaise. Maintenant, les uns et les autres peuvent avoir certaines croyances erronées. Par exemple, la dame en question, qui s'est peut-être fait manipuler par son homme de Dieu, son soi-disant pasteur, et s'est retrouvée dans ce type de situation. Maintenant, au point où elle a imposé... Ce n'est que la femme qu'on manipule, ce n'est pas les hommes. Non, au point où, c'est la femme, je ne sais pas dans quelle obédience, il sort. Je m'en tiens, non, Chalamel, on se retrouve, je m'en tiens à l'histoire de ce matin, Eric Fopoussi, comme pour dire que c'est pas la Bible, pas la parole de Dieu qui a un problème, mais c'est nous les individus. Par exemple, vous allez voir un homme de Dieu qui se dit chaste. Pourquoi après on le retrouve en train de courir après les femmes des autres? D'accord. À être infidèle et tout. La Bible sanctionne l'infidélité. La Bible sanctionne l'impudicité. La Bible sanctionne le vol et autres. Donc, quand vous avez affaire à un homme de Dieu qui commet ce genre de choses, c'est un homme à bannir. La différence, c'est que chez nous, les Bantous, lorsque vous traversez ça, non seulement vous perdez vos pouvoirs, lorsque vous posez un acte antisocial, je suis d'accord avec vous. Et la mort vous guette. Non, c'est pas la Bible, la parole de Dieu qui a un problème, mais ce sont les hommes qui changent. Parce que la Bible restera pareille. La parole de Dieu va rester intacte depuis des millénaires, mais ce sont les hommes qui changent. Ok. Alors, moi, je voudrais faire une précision pour qu'on se comprenne très bien, Florazé. Je dois vous dire que l'Afrique, dans son authenticité, n'a jamais été athée. Jamais. N'a jamais été athée. Donc, il faut qu'on ait quand même des principes. Quand vous dites parole de Dieu, ne faites pas parole de Dieu en vous opposant à l'Afrique, parce que la parole de Dieu est dans l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui est l'essence même. Je voudrais quand même qu'on fasse cette précision. Pourquoi vous me reprécisez? Non, parce que... Parce que vous dites la Bible. C'est vous qui voulez mener le débat. Il faut qu'on fasse des précisions pour que ceux qui nous regardent n'aient pas le sentiment qu'il y a d'un côté des athées africains et de l'autre des Florazés qui croient en Dieu et nous croyons en Satan. Non, c'est pas ça. Non, je n'ai jamais dit. Non, c'est une précision. Non, oui, je suis d'accord avec vous. C'est une précision importante. Pourquoi j'ai parlé de croyance? Voilà.
C'est pourquoi j'ai parlé de croyance. Voilà. Qui est un concept de vie. Et c'est pourquoi je prends... Vous savez, je prends une référence. Excusez-moi, ça peut blesser d'autres personnes. Je prends et ma référence, c'est la Bible. Vous pouvez avoir vos références. Mais je dis, c'est la croyance qui est le socle de tout. Et c'est ça qui crée un problème, les embrouilles dans certaines obédiences et autres. Vous croyez en quoi exactement? C'est ça la question. En quoi on croit? En Dieu. Voilà. Faut-il croire? Voilà. Oui, il faut Maintenant, croire. quand c'est Un individu qui ne croit pas ne vit plus. Apparemment, on dit là-bas que faites ce que je vous demande de faire. Ne faites pas ce que je... Vous savez... Je ne sais pas. Oui, non, c'est un peu comme un parent. Un parent dira à son enfant ne vole pas. Mais si demain, alors, il trouve son enfant, son papa... Ça veut dire qu'il dit à son fils de voler. Mais oui, mais dans le concept, il est clair, il est limpide. Voler, non. Faut-il voler? Non. Est-ce que voler, c'est bien? Est-ce que c'est une valeur qu'il faut inculquer à l'enfant? Mais si vous volez, c'est que vous dites à l'enfant de voler. Non, oui, effectivement, mais je veux dire, dans l'éducation que vous donnez à l'enfant, dans le principe de vie, la valeur, elle est bien ou pas? Il y a ce qu'on appelle l'exemplarité. Si vous dites la parole, la Bible là-dedans dit, le corps ou la chair, elle est faible. Il faut le rappeler. La chair est faible. Et j'ai cité, c'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, non, je ne justifie rien. Je ne justifie rien. C'est pourquoi il avait dit, oui, non, il n'a pas raison. Non, il n'a pas raison. J'ai dit, la chair, elle est faible. C'est pourquoi, si vous avez bien compris, j'ai dit, le principe de chasteté, pour moi, j'ai trop trouvé que c'était un peu vide. Non, ils ont fait le célibat. Mais non, c'est vide. Les pasteurs, non, c'est très vide. Ce sont les mêmes qui sont infidèles, qui courent derrière les jupettes et autres. Non, on parle d'homme de Dieu. L'histoire nous a dit un homme de Dieu. On ne sait pas si c'est un pasteur ou un prêtre ou pas. Donc je dis, pourquoi même les prêtres, ils font vœu de célibat, ils ne font pas vœu de chasteté. Bon, même là c'est vide, parce que la chair elle est faible, vous serez toujours où vous, on les autorise de faire ça, mais de ne pas se marier. Monsieur, des fois, un pasteur avec la Bible. Un pasteur va accepter 3 femmes mariées. Il a disparu lorsqu'il était question qu'il réponde de ses actes. On avait couvert ça. Bon, en ce qui nous concerne, a fait toute cette émission en nous rappelant le douloureux souvenir de la Sista. Pour ceux, allez taper la Sista parce que la Sista, oui, la Sista parce que c'est important. Oui. Ce se rappel important. Alors, on va prendre le point de vue de Tendance Cueille ce matin. Je suis l'enfant de Dieu. C'est Dieu seul qui fait ma force. C'est Dieu qui décide dans ma vie. Oh, c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Vous qui passez le temps, je suis chrétienne baptisée et communiée à l'église. Oui. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Je parle comme ça des gens. C'est un trophée. Oui, je parle comme ça des gens. Je ne suis pas, mais je suis. Qui vont se lever, faire du mal aux autres pour aller prier. Vous vous moquez de qui? De vous-même. On ne se moque pas de Dieu. Jamais. Voilà une fille qui fait je bois le. Je peux me dire que c'est le poison. C'est ce qui veut dire. Un enfant rencontre une femme, venir dire que ouais, maman, voici la femme que je vais épouser. Bientôt, on va aller doter. On me donne une bouteille de vin avec le pain même que j'ai cousu. Les téléspectateurs ont apprécié. Ma chérie, il fallait me dire. What is you laughing? What is you laughing? Non, parce qu'on dit là-bas que les voix du Seigneur sont insondables. Non, c'est énervant parce qu'elle se moquait de moi, Eric. Les gens qui vont dire que, oh, sans Dieu, je ne suis rien. Oh, Dieu. Ils partent sucer le sang dans la nuit. Sachez que Dieu seul connaît son vrai enfant. Dieu seul j'ai connaît. j'ai tendance à me méfier des gens qui prononcent le nom de Dieu à tout bout de phrase. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez raison. De ces gens-là. Voilà à Yaoundé, pasteur Michel. On dit qu'on l'a massacré à Yaoundé. Maintenant, il a droit là. Il attend les nouvelles victimes. Pasteur Michel a créé les dégâts à Yaoundé. Il enceintait les femmes. Il disait que les femmes vont accoucher. Il les escroquait. Il disait que les divorcer même pour aller faire ceci. 250 000. Qui t'a dit Charamel? Il a enquêté 250 000. Bon, c'est pas aussi elles sont suivi d'accouchement 250 000. Dans la vie. On a aussi vu des femmes qui vont dans chaque souvent un thème là attaquer. Elles vont dans des églises, etc. et tout. Parce que. Mais il est préparé. Non, il est préparé pour ne pas. C'est comme qui se font enceinter, c'est pas la magie. Je vais dire. Quand on donne le libre arbitre aussi. Je vais dire aux femmes qui me regardent, c'est ma vie. Que maman, le mariage, ce sont les engagements.
On ne se marie pas samedi pour divorcer lundi. Non. Réfléchissez bien. Et quand tu as en face de toi une femme qui commence à aller voir ailleurs, c'est qu'il y a problème. Même si tu dis que ouais bébé, au nom de l'amour, je te pardonne, elle va tout faire. Le mieux c'est de faire quoi? C'est de souffrir, de l'oublier. Voilà. Mettre tes genoux au sol, chaque femme a son homme quelque part. Non. Elle va même partir comme ça, peut-être demain tu vas trouver le bonheur ailleurs. Le principe Que de tu restes l'église, pas souffrir mon cœur parce qu'une femme... le principe de la Bible demande de pardonner. Qui pardonne? Pardonner, Qui pardonne? Qui pardonne? La Bible le demande de pardonner. Qui pardonne? Non, si Chalamel le dit de façon ironique. Oui, parce que quand c'est l'homme qui a une fidèle tendance, on demande à la femme de le faire quoi? De pardonner, de supporter. C'est quand même dur. Non, je m'adresse à Chalamel. Ces hommes de Dieu là sont conscients de ce qu'ils font. Ne la quitte pas. Non, vous êtes conscients de ce que vous faites. Attendez un peu. Si quand vous faites des choses comme ça, est-ce que vous pensez à vos enfants? Point d'interrogation. Est-ce que vous pensez à vos sœurs? Je ne sais pas. Chacun vit pour lui. Mais vous prenez quand même la peine de mettre le nom de Dieu devant. Laissez Dieu tranquille. Non, mais c'est les proies faciles. Laissez Dieu prendre le poids. Vous avez fait jusqu'à Dieu a tout perdu le poids. Alors, à cause de vous. on va rapidement avec vous, Florazé, lire quelques messages ce matin. Oui. La première réaction de ce matin nous dit, cette femme, en effet, son cas n'est pas grave, hein, puisqu'il n'était déjà pas marié. Donc même entre eux, les hommes de Dieu se détruisent pour des femmes. Une autre réaction ce matin, j'ai été victime de ces choses. Demandons à ce monsieur de refaire sa vie. C'est Iliassou qui réagit à Ekounou. Je suis désolé pour vous. Hein. Courage. Tu me donnes le poison, je bois le vin et tu vas donner avec ton homme de Dieu. Il ne faut pas donner. Je vais vomir ça. Ce n'est qu'un homme de Dieu. Alors le père, le monsieur doit oublier cette fille hein, et chercher une autre parmi toutes ces femmes. Donc il y a encore de bonnes femmes. C'est Fabrice Abipanda qui réagit. Le pasteur est libre. Le pasteur est marié. Elle-même, quand elle s'engageait, le pasteur est marié. Donc le pasteur lui aussi a fait comme nous autres dehors. Comme vous nous taxez, qu'on a dit là-bas que le pasteur... Le pasteur est marié. Elle ne sait pas que le pasteur est marié. Ok, Florazé, allez, si c'est pas vous, hein, Charles. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Lisez les messages. Un Jean, il y a un petit Désiré qui dit 1 Jean 2, 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pour vous dire que peut-être le monsieur est appelé à rechercher autre chose, hein, la vie éternelle. D'accord, merci beaucoup. Alors, je termine avec cette petite phrase. Écoutez bien, les spiritualistes africains sont bons. Voici la suite de l'émission. Je m'interroge ce jour sur la question de la mort programmée de l'église évangélique du Cameroun. Dimanche, j'étais à l'église évangélique. Je me suis rendu compte que le temple était vide. Le temple était vide, les fidèles avaient déserté, ou ont déserté, permettez-moi, j'ai des problèmes de conjugaison. Jésus semble être sorti de l'église évangélique du Cameroun. Il est plutôt dehors, là où vous voyez les pasteurs. C'est là où ils cherchent Jésus. Qui veut tuer l'église évangélique du Cameroun? Quelle est l'identité de ces prévaricateurs qui veulent à tout prix et à tous les prix voir l'œuvre du Seigneur détruite? On a passé 1 heure à l'église évangélique pour parler des problèmes de l'église et non les problèmes de la Bible. À l'heure où je vous parle, les rats sont en train de quitter les églises pendant que certains pasteurs des églises évangéliques sont en train de soigneusement emballer leur Bible, soutane et objets rituels. Parce que nous sommes en train de vivre la domination éhontée des puissances maléfiques liguées pour en découdre avec l'église évangélique du Cameroun. Comment comprendre ces gens qui pillent et détruisent considérablement l'église évangélique? Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse un audit
au sein de l'église évangélique pour comprendre que de nombreuses personnes tapis sous des soutanes sont des détourneurs de fonds des pauvres. Comment comprendre le comportement atypique de ces présidents de région qui se sont appropriés l'église comme si c'était leur cuisine? Où est donc passée la crainte du Seigneur si les pasteurs n'ont plus honte d'enlever la soutane et de plier les coups de poing? Ils me diront que Jésus a bagarré en chassant les commerçants du temple. Comment comprendre que juste après la rentrée scolaire, les présidents des régions se substituent au conseil synodal général pour affecter des pasteurs? Comment comprendre ces affectations arbitraires, désormais orchestrées par une clique de personnes proches du Dieu actuel de l'Église? Comment comprendre toutes ces affectations illégales et fantaisistes en marge des dispositions pertinentes de l'article 58 de la Constitution de l'Église évangélique C du Cameroun, alinéa 1-10, qui souligne que l'exclusivité du déploiement du personnel est l'apanage du Conseil synodal général? Comment comprendre que sur 22 régions, 14 présidents des régions se soient réunis sous la convocation d'un pasteur qui se fait appeler orgueilleusement le président des présidents, cherchant ainsi à réaliser un coup d'État ecclésial afin d'asseoir son pouvoir? Ces affectations éhontées ont vu s'élever pour opposition les vrais fils de l'Église. Oui, disons comme ça que ça ne va plus à l'Église évangélique. On affecte les pasteurs comme bon nous semble. Dans la région du Ndé, Bam et Inubu, dans le Vouri Sud, on les bouge. 6 pasteurs à ce jour sont en train de pleurer parce qu'ils ont dit la vérité au sein de l'église évangélique du Cameroun. Comment comprendre que certains dinosaures extravertis de l'église évangélique prennent les décisions parcellaires pour des décisions de l'église? Comment comprendre que ces chrétiens et fidèles du dimanche se substituent à l'église, créant unilatéralement dans le flou de la crise un soi-disant ou une soi-disant conférence des présidents des régions, croyant détenir ipso facto le pouvoir dans l'église? Comment comprendre qu'à ce jour, tout se gère sous la lumière des intérêts égoïstes de ces prévaricateurs et non pour l'intérêt supérieur de l'église? Comment comprendre que l'ensemble de ces pillards de la foi chrétienne soient plus nantis, obligeant de faire des pasteurs régaliens accroupis dans la précarité et la misère? Certains pasteurs ne sont plus payés depuis le déclenchement de cette crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. Ceux qui étaient en déphasage à l'époque se retrouvent désormais à rouler avec des voitures rutilantes. Comme on dit, ils profitent de la pluie pour faire ce que vous savez dans le torrent. Comment comprendre qu'à ce jour, des individus dont je préfère taire le nom ici, pour le respect de la foi, procèdent à la vente illicite des biens de l'église? Savez-vous que les terrains de l'église évangélique du Cameroun sont désormais vendangés et exploités à des fins personnelles? Oui, la corruption morale et financière a atteint un pic au sein de l'église évangélique du Cameroun, plombant de fait son essor économique et infrastructurel. Comment comprendre ce management approximatif, voire décati, qui donne de ne pouvoir trouver dans la sphère de gestion du pouvoir que des pantins qui dirigent l'église sous fond d'humeur, des ragots qui savent alimenter pour déstabiliser le potentiel ou des potentiels adversaires? Comment comprendre les recrutements hasardeux des futurs serviteurs de Dieu sous aucun fond spirituel, cause de la grande crise de vocation dans laquelle ploie aujourd'hui où se retrouve l'église évangélique du Cameroun? Comment comprendre qu'à ce jour, les chercheurs d'emploi, je pèse mes mots, chercheurs d'emploi pilulent dans l'église parce que la porte aux fraudes diverses, au monnayage ou trafic d'influence est ouverte? Aujourd'hui, l'église évangélique du Cameroun est au bord de l'explosion. On retrouve des fidèles qui plient désormais les coups de poing avec les pasteurs, soi-disant on les a affectés, ils doivent partir. Quand de la paroisse de Nubel 1, M. Eric Fopoussi Negou, où des pasteurs ou des fidèles se sont levés pour vouloir chasser le pasteur, alors que le pasteur n'est que dans son bon droit. Que lui reprochez-vous? Rien, il doit tout simplement partir.
devrait-on mettre, entre guillemets, l'épineuse question du tribalisme? Suivez mon regard. Voilà, l'église évangélique du Cameroun qui est plongée depuis 2017 en son sein à la tête de dissension. On va dire une grande dissension qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, occasionne des choses conséquentes dans les relations quotidiennes entre les fidèles et les pasteurs dans les différentes paroisses. On voit très bien que cette crise au sein de l'EEC cause des soucis. Vous avez parlé de tribalisme. J'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que... En disant, entre guillemets, M. Lefort. Alors, c'est vrai quand même que le pasteur Jean-Samuel Ndje Toya, qui a gagné l'élection en 2017, en avril 2017, en Ngaoundéré précisément, n'a eu de cesse de se battre depuis qu'il est élu contre l'autre faction qui est portée par Richard Priso Mongolais, qui avait d'abord un temps accepté sa défaite, avait félicité d'ailleurs le vainqueur, mais sauf qu'après on a eu le Ngondo qui est sorti pour dire que selon le système de rotation décidé en 2009 sous l'égide du pasteur Batomen, il était important que ce soit un ressortissant Sawa, donc Douala, qui soit à la tête de l'EEC, puisqu'il considère que Ndje Toya est un Kamois, donc il n'est pas vraiment de la zone Sawa. Il faut dire que ces questions-là qu'on tribalise au Cameroun finissent par nous rattraper, que ce soit dans l'église ou partout. Alors bon, quel est votre commentaire sur cette colère de Charles Hamel ce matin? Je commence par là où il a fermé, sous la forme interrogative. Non, il y a le tribalisme à l'église. Que ce soit à l'église évangélique, à la Native Baptist Church, à l'église presbytérienne camerounaise. L'église catholique aussi. Voilà, vous parlez des églises de réveil. Elles, on les appelle les églises de révélation. Voilà. Donc il faut faire, c'est ça en fait, parce qu'on dirait que c'est les réveils, mais ça c'est les révélés, églises révélées, c'est comme ça qu'on les appelle. Et premièrement, pour rester... Je souris parce que je souris parce que je mets en lumière, enfin je me remémore votre passé de théologien, de presbytérien. L'église révélée. Voilà. Et ici, en fait, le vrai problème commence avec leurs fondateurs. Ils sont calvinistes. Calvin, c'était un avocat. Et vous voyez d'ailleurs leur habillement. Et qui dit avocat, dit, bon, c'est que micmac, c'est ce que ça veut dire. Et protestants même, porté par un avocat, vous pouvez savoir ce que ça peut donner par la suite. Donc chacun cherche à avoir raison. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'élection qui s'est passée en Ngaoundéré, et on a constaté qu'il y avait également fraude. Il y a eu fraude. On l'a établi ou pas, je n'en sais rien. Apparemment, il y a même des décisions de justice. Mais apparemment, c'était j'allais dire, une élection entachée de beaucoup d'irrégularités. Maintenant, la chose grave, en fait, qui est là, c'est que, c'est comme l'histoire des tendances tout à l'heure. Lorsque ces églises sont arrivées, les missionnaires sont arrivés chez nous, nous les avons accueillis. Nous avons signé ensemble un protocole d'accord qui n'a pas été respecté dès le lendemain. C'est nous qui leur avons donné nos enfants. Et nos terres aussi. Oui, et nos terres aussi. Oui. Et ils n'ont pas plus respecté, notamment pour le cas de cette église. Quand il y a eu une fusion de beaucoup d'églises, on ne reviendra pas dessus. Mais l'église mère, c'était la mission française, ainsi de suite. Il y en a eu beaucoup d'autres, la mission de Bâle, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mode opératoire, modus vivendi, j'aime souvent quand vous utilisez ce mot, c'était quoi? C'est que les trois grandes communautés qui les ont accueillis devraient procéder par rotation. Donc, en fait, le terme élection ne devait pas intervenir. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le concept africain de la gestion des conflits, c'est le consensus. Vous devez parler. Or, le vote, quand vous parlez au vote, one man, one vote, il y aura trucage.
Et ça, Non, c'est mais ce sauf principe de que démocratie. les autres estiment que lors de l'élection de 2017, le principe a été respecté puisque les candidats en Ça n'a liste pas été étaient respecté. tous de Non, l'air eux-mêmes, grand savoir, eux-mêmes, et ça que peut- aucun Bamoun, aucun Bamileke ne s'est Non. présenté à l'élection. Oui, mais justement, Oui, les Bamoun et les Bamleke ont tiré les ficelles dans l'ombre. Justement, c'est pas comme ça ce principe. On ne peut pas, ou alors on ne devrait pas opposer de Sawa. Vous attendez que le Ngondo désigne un de ces. Puisque c'est le Ngondo après la mort du pasteur Fauchivé, il y a eu des aménagements. Au point où avec le pasteur, comment vous l'appelez, Batomène, Oui. d'autres aménagements en disant oui, termine le mandat, voilà ceci. Mais c'est ça même le consensus africain qui est appréciable et par le LACAM et par le Ngon. C'est vraiment appréciable. Mais comment nos élites qui viennent nous corrompre quelquefois, et c'est là où ça devient dangereux, nous, j'allais dire, nous les initiés africains qui les avons accueillis, nous laissons, j'allais dire, endormis, ou alors, comment je veux dire, corrompus. Oui. Nous laissons corrompre par nos élites. Et c'est ça qui cause le problème. Donc, en fait, il ne fallait pas attendre laisser deux Sawa ou bien désigner un Sawa parce que c'est le problème de Sawa. Vous laissez le Ngondo désigner le candidat. Son candidat. Maintenant, si parce qu'il y a aussi un principe démocratique dans notre culture qui fait que je peux être contre M. Foposi Negou qu'on a désigné. Je me porte. À ce moment-là, vous pouvez aller aux élections, mais sans être le candidat de Ngondo. Qui va dans le modus vivendi donner des instructions que non. Vous avez présenté votre candidat en tel mandat, on l'a élu, vous l'avez. Maintenant, c'est lui qui vient, il n'est pas en notre nom. Donc, portez les voix sur tel. C'est ça qui n'a pas été respecté. Et vous dites que tout le monde dit souvent, apparemment, on respecte la vérité, on vient plus au nom de Dieu. Mais qui est le bon grec ou un livret? Ok, on comprend, bon, Bengal. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui, l'église évangélique est en train d'aller en lambeaux. De s'émietter. De s'émietter. Pourquoi le pasteur Batomène, le pasteur Priso et un directeur ne peuvent pas dire au nom de Dieu, on se retire, on laisse quelqu'un d'autre? Ça veut dire que si on donne le pouvoir à ces gens, dans ce pays, ça va se retrouver à devenir des problèmes, monsieur Eric Fopoussi. Si même au sein de l'église, au nom de Dieu, on ne peut pas tout pardonner, Florazé, comprenez que vraiment, on a en droit de s'interroger. Monsieur Eric Fopoussi, comment comprendre qu'à l'église évangélique, vous avez le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousines, les tantes, pasteurs dans une même famille? Ça, c'est quel type de révélation, Bobo? Je ne sais pas. Divine. On dit que les voix, quel type de révélation? Les voix du Seigneur sont révélation curieuse. Ou spéciale. Voilà. C'est une curieuse révélation. Je dis dans une même église. Deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi. Aujourd'hui, c'est chaque pasteur, parce qu'appartenant à un clan, qui se sert. Tant que le sommet n'est pas arrangé, foutez-moi la paix. Ai-je entendu un pasteur dire, je me sers? Blasphème. Mais ça devient grave. Non, c'est pas un blasphème. Je gère comme je veux. Je gère comme je veux, monsieur Eric Fopoussi. Non, le terme consacré, c'est que les Lévites mangent au temple. Voilà. Maintenant, vous avez les présidents des régions. Les présidents de régions qui sont devenus très forts, monsieur Oui, Fopoussi. absolument. Les présidents de régions sont devenus très forts. Ils ne gèrent plus le conseil synodal régional. Les présidents de régions se lèvent, ils décident des affectations comme ils veulent. En pleine rentrée scolaire, vous affectez un pasteur, monsieur Fopoussi. Cela ne s'est jamais vu au sein de l'église évangélique. On oblige les pasteurs à partir au point où les présidents montent les fidèles en disant qu'ils ne doivent plus faire, ils ne peuvent plus prêcher dans cette église. Il faudrait que vous les chassiez. Vous voyez les fidèles entrer à l'église en pliant les manches que tel pasteur doit partir. Où ça est-ce qu'on a vu dans ce monde? Monsieur Fopoussi, c'est grave. C'est une image. Je vous le dis, je parle de la paroisse de Nebel 1. Je vous parle, on a mon vision. C'est grave que les fidèles se retrouvent à poser des actes comme cela, même si le pasteur est affecté, il ne relève pas du droit du fidèle de plier les poids. Maintenant, l'église évangélique est devenue une église clanisée, balkanisée, où chacun fait ce qu'il veut comme il entend.
Et puis, M. Eric Fopoussi, on monnaie déjà les affectations. Les gens bagarrent pour les paroisses. Parce qu'il y a des paroisses qui sont plus rentables que d'autres. Alors, Non, mais je n'ai pas voulu dire ça. Autre chose, je termine par là. Oui. Fouillez, entrez dans l'église évangélique, vous allez vous rendre compte maintenant, M. Eric Fopoussi, que c'est les gens qui ont servi dans l'administration, c'est les gens qui ont servi le régime de Yaoundé, c'est les gens qui étaient des directeurs, qui étaient des cadres, qui reviennent discuter encore les pouvoirs et les postes au sein de l'église à la retraite. oui. C'est pas possible. Tout le monde, ils vont au paradis. D'accord. C'est comme ces ministres qui font tout pour devenir chefs traditionnels. Les volets qui viennent pour bousculer encore dans l'église. Non, il faudrait qu'on essaie de voir cette affaire. D'accord. En tout cas, on n'a pas le temps pour continuer. Merci beaucoup à vous, cher Lamel, pour cette colère ce matin qui nous a permis de mettre la lumière sur ces zones d'ombre qui aujourd'hui divisent l'église évangélique du Cameroun. Les hommes de Dieu sont appelés à faire aussi la paix pour que les fidèles qui visiblement sont désorientés puissent continuer à faire leur foi, à vivre leur foi sans problème. Madame, messieurs, on marque une pause. C'est tout pour cette première heure. Dans un court instant, nous sommes de retour pour la deuxième partie. À tout de suite, donc. Voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, 10-12, le zénith de ce lundi 15 octobre 2018. On va lancer cette deuxième partie comme stipule la règle habituelle de l'émission avec les messages que vous nous envoyez, chers téléspectateurs. Donc, Floazé, c'est à vous. La première réaction ce matin, c'est d'Honoré Alimbe qui dit 85% des églises sont devenus des centres de commerce et toutes ces églises payent des impôts libératoires à l'État. Une autre réaction ce matin, merci d'avoir... voilà. Alors ce matin de Njetoa, voilà, qui réagit. Ce n'est pas... Njetoa lui-même. C'est lui qui réagit? Oui, c'est lui le pasteur ouais, qui réagit ce matin. Alors, nous devons, n'est pas comme moi, voilà, donc c'est... Njetoa n'est pas comme moi. Tout à fait, voilà. Donc, c'est la précision qu'on tenait donc à marteler ce matin à travers ce message qui n'a pas été signé. Qui envoie le message? Non, n'a pas été signé. La personne dit que Njetoa n'est pas de Kamodo, il n'est pas de grand savoir, mais il est de Moya. Les Moyas sont d'où? Même s'il était bon à prison, s'il n'est pas désigné par Longondo, en réalité, il ne devait pas passer. C'est ça ce qui a été convenu depuis des millénaires. Qu'est-ce que la politique et le tribalisme cherchent dans les affaires de Dieu? C'est vraiment dommage. Il est temps qu'on apprenne à faire la part des choses pour que ça cesse et intégrer le Seigneur. Peut-être qu'il nous fera entrer dans le royaume des cieux par rapport à la colère de Chalamel. Je voudrais que vous m'expliquiez. Quand Dieu dit lui-même que j'envoie mon fils pour les brebis perdues d'Israël, c'est pas le tribalisme, ça? Non, entre nous. Bon, donc le silence sur ce plateau. Voilà, donc témoin Dieu qui a créé tout le monde à son image, il envoie son fils. Non, mais je pense quand même que soit le président Njetoa est coupé des réalités, soit il n'a pas de pouvoir, soit alors c'est le sauve qui peut désormais dans l'église. Vous avez des affectations je ne sais pas si arbitraires au sein. Vous avez des gens qui se servent dans les caisses, qui font... Nous avons au moins 8 pasteurs qui sont actuellement malades, gravement malades et internés. Aujourd'hui, l'église ne peut plus réagir pour s'occuper de ces différents pasteurs parce qu'on dit que les caisses, parce qu'on dit que c'est monté, parce qu'on dit que c'est descendu. Mais quand même, monsieur Fopoussi, je crois que nous sommes dans une... Et on parle de la foi. Ça veut dire que pendant longtemps, ces pasteurs nous ont bernés. Mais il faut aussi dire, et ça c'est à sa décharge, qu'il n'est pas aidé. Il y a pas les décisions de justice qui sont rendues depuis le début de l'affaire. Donc il est fragilisé là. Et on voit très bien que c'est le SG même qui gère vraiment l'EEC maintenant. Hein. C'est le président même. C'est compliqué, c'est difficile. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je vais justement appuyer à cela en disant qu'il n'est plus le président qui doit avoir, j'allais dire, sa prestance selon les textes. Il a les divisé et ce sont les autres organes qui veulent avoir leur autonomie. Mais pendant ce temps, vous avez des présidents de région
qui font ce qu'ils veulent au sein de l'Église. Quel est donc le conseil, quel est le rôle désormais du conseil synodal général? Ça n'existe pas, puisqu'il y a des clans. Il y a un schisme. Il y a un schisme, vieux. Voilà. Mais qu'on prononce officiellement qu'il y a un schisme. Non. Qu'on ne le dise pas, qu'on prononce qu'il y a un schisme. Comme ça, les gens peuvent rallier les autres corps, les églises de réveil, les églises, chacun peut partir. Le schisme à l'église. Présence qui étincelle chacun de nous. La vie en Christ, c'est également le nom de cette présence. Pas besoin d'église pour s'en rendre compte. Aller dans les églises, quel que soit, c'est abandonner également la responsabilité, son droit d'aînesse divin. Avec ces rapaces et ces vautours, des voleurs autour de nous. Pour l'heure, c'est les présidents des régions qui sont en train de créer le désordre, qui créent le désordre au sein de l'église. Il faudrait que aussi on les démissionne véritablement. Non, il perpétue le désordre. Le désordre a été créé et il perpétue le désordre. Vous êtes en train de tirer sur les présidents des régions. Et pourtant, non, le problème c'est qu'il y a un conflit à la tête de l'église. Absolument. Qui est perpétué par les présidents des régions. Voilà, c'est pas eux qui ont créé. Sauf que dans un bateau, quand il n'y a pas de capitaine, absolument, tout le monde fait comme il veut. C'est ça le véritable problème. Si déjà les présidents des régions font ce qu'ils veulent, comprenez aussi que un pasteur qu'on a fait en pleine rentrée scolaire, c'est pour qu'il envoie ses enfants où? Ça veut dire que là, à ce moment, non, à ce moment-là, il n'a pas de force pour résister. C'est comme ça que ça se passe. Mais non, pour le moment, il résiste au courant. Non. Voilà. Il résiste au courant. La vérité, les présidents des régions montent les fidèles. Charles Hamel, la vérité dans cette affaire. La vérité dans cette affaire, et c'est ce que Bobengan a dit aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on devrait retenir, c'est que les gens doivent revenir à des accords qu'on s'est donnés au synode général de 2009 sur la rotation. Alors, donc l'Assemblée générale, le Ngondo devait normalement envoyer son candidat qui parle au nom du peuple Sawa, parce que c'est pas un désordre dans tout peuple. Non, est sorti d'où? Non, on ne sort pas. On ne sort pas. On pose la question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé? Même s'il avait été de Bonapriso ou de n'importe où. Voilà, même s'il n'a pas été désigné par le Ngondo, il n'est pas mandataire. Pendant ce temps, les fidèles sont en train de se perdre. Non, il faut protéger les fidèles. Non, Charles Hamel. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux, Charles Hamel, c'est important. Et je pense que le pasteur Batomé n'a pas rendu service à l'EEC. Voilà, justement. Je suis obligé de le dire en face parce que je ne veux pas le dire depuis. Il n'a pas rendu service à l'EEC avec ça. C'est une affaire de principe. Quand on s'est donné des règles, un consensus, on le suit jusqu'au bout. On n'essaie pas de quitter un endroit en trafiquant et vouloir mettre celui qu'on veut qui prenne la suite de notre oreille. Non, c'est pas qu'il a trafiqué. Oui, bien, puisqu'on vous dit qu'il y a eu des irrégularités. Ça veut dire que c'est ça le Cameroun, c'est ça le problème. C'est que les gens ont des postes, ils veulent quitter le poste en laissant leur personne au poste qui s'occupait précédemment. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. Il y a Francis, le taximan, lui, Eric Fopoussi. Les voies de Dieu sont insondables. Hein. La corruption en passant par le tribalisme, ces concepts ont toujours existé depuis la fondation au Cameroun. Hein. C'est un pasteur, pour mieux dire des moments pasteurs, au lieu d'enseigner la parole divine, pense plutôt à remplir leur panse gastrique. Et de plus en plus, on observe ça dans des églises. Ils sont là, ils bagarrent pour leurs propres intérêts. Et ce sont des bagarres sataniques. Francis nous le dit ce matin à travers ce message. Une autre réaction, vraiment l'église protestante est en train de se perdre. Et il y a beaucoup d'orgueil, d'avarisme. Tout ceci a pris le dessus sur des valeurs de l'africanité. Tout compte fait, Dieu et reste tout puissant et au contrôle. On est là à Bafoussam qui réagit. Ok. Alors, Tendance, est-ce que tu vois ce qui se passe avec l'église évangélique du Cameroun? Elle prend la scène là-bas. Ce n'est même pas seulement là-bas. Il y a aussi les églises ici, d'ailleurs, que quand on affecte le pasteur, c'est où les fidèles commencent à dire que nous, on va organiser la marche. Donc les fidèles veulent décider le pasteur qui doit rester dans leur église, que nous, avec celui-ci, on s'entendait bien. Pourquoi tout d'un coup, on ne veut plus qu'il soit notre pasteur? Il y a des églises au point où maintenant, ils confondent même entre les églises catholiques et les églises... Non, dans l'église même, l'église évangélique, là où on t'a baptisé. Baptisé et communié depuis 2016. Depuis 2016. Je connais
Non, depuis 96, autant pour moi. Tu vas encore à l'église. Non, souvent je ne pars pas à l'église, mais je reste à la maison prier. Je ne pars pas à l'église parce que je travaille d'abord ici le matin. Oui, je vous donne mon programme. Voilà. Il ne faut même plus y aller. Je connais les 10 commandements de Dieu. Je sais qu'on ne prononce pas le nom de Dieu avant. Ça fait partie des 10 commandements. Même si j'ai oublié les autres, mais je suis toujours là. Le 11e, donc des yeux. Elle a dit 10. Tu parles de 11. Laisse ma fille. Je connais 10 commandements de Dieu. Si tu connais 11. Attends, c'est combien de commandements de Dieu? C'est 10, il veut t'embrouiller. Il m'embrouille pas le cerveau. Mais sous la légende, tu m'embrouilles. Oh, mais dis donc. Au nord, ton père est ta mère. avoir une fois là. Il y a un autre qui dit que quoi? Que tu ne mentiras point. C'est dans les 10 commandements de Dieu. Donc, loin des yeux, près du cœur. J'avoue que si vous prenez les chrétiens, ceux qui disent être chrétiens, vous leur demandez de citer les 10 commandements du numéro 1 au numéro 10. Par ordre, tu ne toucheras point. Parce que ce ne sont pas leurs commandements. Voilà. Oui, c'est une partie des textes sacrés que nous avons, remis à Moïse, qu'il allait traduire en hébreu. Voilà. La preuve, quand Moïse descend de sa montagne, il a trouvé l'adoration du Dieu Baal. Voilà, les d'autres adorations. Juifs, donc en fait, le peuple juif ne connaissait pas Dieu. Ok, alors Florazé, on va avec vous lire une petite brochette de notre message avant de passer à autre chose. Tout à fait. On a Ekam Victor qui dit que humblement, je voudrais préciser que l'Ongondo c'est pas tous les Sawa, seuls les Sawa Douala sont concernés. Ah oui, parce qu'il y a une association à Yabassi, il y a une association aussi, parce que l'église évangélique ne s'arrête pas que avec l'Ongondo, Sawa, quand quelque chose est établi au sein de l'église, pour le moment, il y a un Ngondo qu'on connaît. C'est-à-dire, on n'est pas dans votre... Ngondo de Douala, non, il y a combien de Ngondo? Vous vous souvenez Il y a le Ngondo, il y a le Lakam, il y a le Ngondo. C'est des organisations connues. Vous vous rappelez que lorsque, au commencement de cette crise, on se rappelle que la religion d'une CAM, c'était désolidarisé de l'ensemble de l'action. Rappelez-vous, parce qu'on peut le prendre aujourd'hui, mais je crois qu'il faut véritablement, et ça, ce message il faut à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de postuler. Il faut penser à la réforme. Nous sommes là dans la gestion d'une église, de nos enfants que nous avons envoyés être évangélisés. Oui. Et nous avons mis des règles. Ne venez pas là-bas parce que vous avez appris ici à cause de cette affaire-là, c'est même les chefs là qui dérangent dans cette affaire. Non, parce qu'il y en a des chefs qui attendent que les élites... Qui attend que les élites donnent et après la décision, voilà, ils commencent à consommer. Parce que ça, c'est même de là que part tout le désordre, parce que la corruption a commencé à régir cet ensemble. Mais il faut le dire, monsieur Ifopoussi, on sait qu'aujourd'hui, être président de l'église évangélique, c'est collecter de l'argent, on le sait. Parce que c'est à la tête du client, lorsque vous arrivez, on sait que ces gens se sont fait. Il faut voir, on ne va pas rentrer dans certains dossiers, ici pour décrier ci ou décrier ça. Mais nous disons aujourd'hui, celui qu'il faut préserver, cette masse, c'est les fidèles. Quand vous entrez dans une église, vous voyez des fidèles prier, des pasteurs arriver, dire que ce n'est pas lui qui doit être là, c'est plutôt tel. Ce n'est même pas le pasteur qu'on a affecté qui vient bagarrer, c'est d'autres pasteurs qui arrivent. Mais vous vous demandez, on est dans quelle église? De quel Dieu est-ce qu'on parle? Revenons aux fondamentaux. Voilà, absolument. On replace les fondamentaux, les fidèles vont se retrouver. En tout cas, on a compris ce qu'il fallait dire de ce sujet ce matin. Florazé, on va prendre la revue des réseaux sociaux avec vous. Merci Eric Fopoussi. Pour ce matin, pour ce début de semaine, nous avons 3 informations. La première est liée au Koweït avec la première vague des jeunes camerounaises séquestrées déjà au Koweït qui ont rejoint cette nuit la terre camerounaise. On rappelle après 4 heures d'audit aussi par la police de l'aéroport international de Douala, mais c'est quand même avec joie au cœur qu'elles ont retrouvé leurs différentes familles, les familles respectives. On rappelle quand même les faits que Crescence Danga, cette femme qui avait donc fait le tour des réseaux sociaux à travers ses larmes et qui appelait, qui faisait un appel de détresse, cette Camerounaise avait touché quand même toute la communauté faisant le tour des réseaux sociaux. Et puis depuis quelques semaines déjà, on rappelle que 2 Camerounaises, même au cas de cette information, ont trouvé la mort suite au mauvais traitement
qu'elle subissait, je le rappelle, victime d'abus sexuels, travaux forcés, traitements inhumains. On est quand même offusqué sur la toile là, que ces 2 décès soient donc enregistrés après l'appel en détresse aux autorités qui avaient aussi annoncé quelques promesses, un ensemble de dispositions qui seraient prises par l'État du Cameroun afin de rapatrier ces femmes. Donc, décision qui n'a malheureusement pas été tout de suite exécutée. Mais pour l'heure, il y a encore des familles, d'autres victimes qui continuent d'attendre le repatriement de leur La décision n'a jamais été respectée. Oui, non, la décision n'a jamais été je l'ai dit. La promesse qui a été faite sur ce plateau, souvenons-nous, n'a pas été respectée, cette décision, parce que ces 8 Camerounaises qui viennent du Koweït ne viennent pas du fait du gouvernement camerounais. Il faut qu'on dise aux gens. C'est le gouvernement du Koweït et une ONG qui se sont battus. Avocats sans frontières. Qui se sont battus, Avocats sans frontières. Je passe un salut à Maître Dominique Fous. Voilà, Avocats sans frontières. C'est ces personnes-là qui se sont battues pour que ces 8 filles reviennent. Et il faut dire que pendant que le gouvernement faisait sa campagne électorale pour l'élection présidentielle, 2 filles sont décédées au Koweït. Oui. Il faut qu'on le dise aux gens. Et qu'actuellement, il y a 12 filles qui sont encore là-bas. On ne sait pas quel sort leur sera réservé. On ne sait pas parce que chaque minute, 12, oui. 12 filles, chaque minute qui passe, leur vie est en danger. Chaque minute qui passe, c'est un risque énorme. Et puis, ces 8 filles qui sont arrivées, je ne sais pas par quel stratagème, le Cameroun, c'est un pays terrible. Elles arrivent, et il y a eu comme une séquestration de ces filles à l'aéroport. Elles ont passé un temps fou. Qu'est-ce qu'on voulait savoir? Pourquoi on ne voulait pas qu'on rencontre ces filles? Mais c'est plus de 4 heures de temps mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut dire aujourd'hui, et ça, c'est important. Et c'est pourquoi on a commencé l'émission ce matin en évoquant l'élection du Cameroun au Conseil des droits de l'homme, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour marquer l'incompréhension qu'on peut avoir par rapport à cette élection du Cameroun aux droits de l'homme. Parce que lorsqu'on voit comment le gouvernement traite les ressortissants camerounais, on a tout à l'heure... Tendance me montrait sa peau avec la chair de poule, parce qu'on ne peut qu'être indigné par ça. On ne peut que verser une larme par cette inhumanité de la part d'un gouvernement qui a pris des responsabilités, qui a pris des engagements et qui s'en fout du sort des Camerounais. Vous avez vu on a cité ici, il y a quelques semaines, ce qui s'est passé avec l'Arche de Zoé. Comment un président français est venu récupérer des bandits français au Tchad. Là, on parle de bandits français, mais il s'agit de jeunes Camerounaises qui sont partis parce que souffrant, parce que menant une vie de misère dans ce pays. Je commence par vous, Boro Bengan. Non, moi, je pense que la seule faute qu'a commise la police camerounaise, c'est de ne pas communiquer. De ne pas communiquer. Vous avez raison de parler de soupçons de séquestration. Parce qu'il me semble que c'est tout à fait normal que quand vous revenez comme ça, surtout dans cette vie, que la police puisse faire un fichier sur vous, un bulletin de renseignement en disant nous sommes passés du Cameroun depuis tel jour, on a rassemblé l'argent comme ça. Mais c'est à titre, j'allais dire, d'enquête de routine. Ça ne doit pas faire lieu de séquestration parce que le commissaire de l'aéroport interdisait aux caméras ou tout ça. Oh, c'est lui qui devait venir en disant non, nos enfants n'ont pas été séquestrés, c'était pour remplir tel dossier, c'était pour que nous ayons le maximum pour connaître ces réseaux et tout. Au lieu de le dire, bon, on fait comme si on découvrait quelque chose qui n'était pas de leur ressort. Alors, donc, je tiens aussi à un rendez-vous demain. La petite Prudence sera sur Radio Equinox demain matin. On l'a appelée hier, donc elle sera demain mardi sur Radio Equinox. Elle fera son témoignage dans le cadre de cette affaire. L'autre chose que je voudrais dire à tout le monde qui nous écoute, n'oubliez pas, on parle de la traite négrière, mais en fait la traite négrière a commencé avec les Arabes. Là, il faut le savoir. Donc, sachez que les Arabes qui ont commencé cette traite négrière
ont dans leur évolution une idée précise de ce qu'est la femme. Donc, méfiez-vous, mes enfants. Cardame, il faut le savoir, n'oubliez pas cela. Oui. Donc, et l'autre chose, ça fait que dans certains pays, c'est vrai, la législation varie d'un pays à un autre, mais pour le cas précis du Koweït, il est interdit à une jeune fille qui n'est pas mariée de tomber enceinte. Quand vous tombez enceinte et que vous êtes une Koweïtienne, d'accord, ça peut aller, on peut négocier le fait que vous vous mariez. Parce que là, il faudrait que... Mais si vous êtes une négresse, on va chercher à voir le père de l'enfant, mais vous, comme vous avez dit, vous n'êtes plus sûr de vivre longtemps. Mais bon, donc, alors il faut connaître ces choses-là. On peut être interpellé. Absolument. Parce que il me semble que le Koweït est un pays qui a gagné des marchés au Cameroun. Et vous avez dit quelque chose de fondamental. Vous avez dit que le Cameroun est élu membre du Conseil des droits de l'homme. Voilà. À ce moment, donc, là, si on avait une diplomatie de présence, comme on nous laisse croire, là, le Cameroun aurait donc pu saisir la puce étant membre, en train de dire non, j'aime mes filles. Il y a l'immigration clandestine dans tout le monde entier. Mes filles qui sont dans des pays généralement tels, peut même citer les noms, je ne souhaite plus qu'un tel traitement inhumain, pour reprendre votre mot, les soit réservé. Sinon, il va proposer des sanctions contre ces pays-là. Mais on ne fait rien. Vous avez dit, on est là, c'est là dans les campagnes, on donne même les dates qu'on ne respecte pas. Voilà, donc normalement, lorsqu'on signe un partenariat économique et commercial avec un pays comme le Koweït, on doit pouvoir leur faire des obligations, leur dire voilà, en contrepartie de ce qu'on vous concède dans ce pays, voilà comment vous traitez nos ressortissants. Nous, Camerounais, quand on est au Koweït, par exemple, c'est simple, c'est pas une affaire. On doit détacher le personnel de l'ambassade qui se trouve à Riyad, je pense, en Arabie Saoudite, en leur disant allez, c'est vous qui maîtrisez la législation, allez au Koweït, donnez-nous au plus tard 48 heures la situation des filles comme ça. Là, les autorités koweïtiennes allaient marcher. D'accord. Cher Amel. Tout ce que vous dites là, vous me faites rire. Nous sommes des doux rêveurs. Oui, vous êtes des doux rêveurs. Vous êtes sur une planète, la planète Vénus. Que les gars, les représentations, ont quel budget d'abord de fonctionnement? Qu'ils ont quoi même pour eux-mêmes vivre, pour pouvoir aller s'occuper des filles. Pendant que ces filles-là sont en train d'arriver en pleurant, d'autres sont en train de partir. En riant. En riant. Pendant que celles arrivent en pleurant, d'autres sont en train de repartir en riant. En disant que chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Si t'as pas loupé, c'est ça. Donc, monsieur Fopouti, je vais répondre à votre question. Pourquoi on les a retenus? Première question. Ne tentez pas de citer nos noms dans vos histoires. Parce que ces filles font comment? Elles sont réceptionnées là. Il y a tout un réseau à l'aéroport, monsieur Fopouti. Partant des à côté du commissaire de l'aéroport, des agents de renseignement, on les prend la main, on les fait passer jusqu'à l'embarquement. Il faut le dire. Les gens de l'aéroport sont tout aussi coupables, je le dis en les regardant, tout aussi coupables que le gouvernement camerounais à ce niveau. Donc on a commencé à dire que tu te souviens que tu partais, c'est moi qui t'avais aidé. Si mon nom sort dans cette histoire-là, tu vas voir. Premier point. Deuxième point. Bon, si c'est un réseau, il faut dénoncer. J'ai dit dénoncer comment? Vous fermez la route aux autres. Bon, deuxième chose, monsieur, il faut pousser. Faites tout et tout pour que dans vos propos sorte un remerciement au chef de l'État. Faites tout et tout. Battez-vous. Battez-vous pour que, lorsqu'on va vous inviter dans les radios, parce qu'on connaît, faites tout pour dire merci au gouvernement. Vous savez qu'après on va vous recruter, non? Vous savez que, donc partez, faites comme ça, vous allez voir. Donc il fallait le faire lavement de cerveau, de cervelle, et les tropicaliser. La dernière chose, c'est qu'elle est tropicalisée. Elle vient de Dubaï, il fallait qu'elle ressente un peu les frais, qu'on dise qu'on les a bien accueillis, qu'elles sont là. Donc, monsieur Rick Fopouti, je le dis trivialement, pour finir par ceci, j'ai pris la peine, monsieur Rick Fopouti, de rentrer un peu dans la législation du Koweït, fouiller un peu. J'ai pris la peine de rentrer un peu dans la vie que mènent tous ceux qui vont dans ces zones du Koweït, monsieur Rick Fopouti. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a en droit de pleurer. On a en droit de pleurer sur ces Camerounaises. On est en droit de taper sur le gouvernement. Mais à un moment donné, il faut dire, monsieur Rick Fopouti, que quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir sécuriser, recadrer les Camerounais qui sont à l'étranger. Ici au Cameroun, lorsque vous voyez les Français vivre, monsieur Rick Fopouti, vous avez dans chaque zone, ils ont ce qu'ils appellent les îlots. Et dans chaque îlot, il y a un chef d'îlot.
Monsieur Rifopoussi. Ça veut dire que lorsque vous êtes à Bonamoussadi, s'il y a 7 ou 8 Français à Bonamoussadi, ils connaissent qui est le chef d'îlot, qui réside là-bas. En cas de problème, on sait quels sont les mécanismes qu'il faut prendre pour se retrouver chez ce chef d'îlot, comment les principes d'exfiltration, on le maîtrise. Est-ce que les Camerounais qui sont à l'étranger sont protégés, monsieur Rifopoussi, par les différentes représentations? Je ne pense pas. Premier point. Deuxième point, les Camerounais qui arrivent là-bas se sentant délaissés, se regroupent en association et essayent de vivre et essayent de se battre. Est-ce que même encore à ce niveau, M. Rifopoussi, ils réussissent à tirer la part belle? Parce qu'on sait que, comme vous voyez ici au cas du Cameroun, vous attaquez un Nigérien, c'est toute la communauté nigérienne qui sort, c'est le chef de la communauté nigérienne qui sort, c'est le chef de ci. Est-ce qu'on a... On a pas plus de temps, il faut qu'on connaisse rapidement. Alors, tendance. La chaîne ne peut me finir, Eric. J'imagine ce que les enfants l'ont vécu là-bas. La dernière fois, j'ai parlé des Camerounais ou encore des Africains qui souffrent là-bas au Maroc. Jusqu'à présent, les enfants là sont enfermés dans la cellule. On les faut tous les jours. Ils mangent le pain, le sucre. Les enfants sont... On me dit que qu'au Koweït même, on vous met dans une chambre. Chacun vient faire sa part ce qu'il veut. Chacun vient faire sa part. J'imagine ce que les enfants sont subis. Celui-ci vient, il fait sa part ce qu'il veut, il part. Tu vas le voir. Tu vas te plaindre à qui? Maman, c'est bien que vous êtes arrivés, mais les 12 autres personnes qui sont encore là-bas, imagine dans quel état les enfants sont, ces enfants-là sont encore là-bas, Eric. Quand je parle comme ça, j'ai les larmes au bout des yeux. Je n'ai plus envie de pleurer parce que depuis que j'ai vu la vidéo de la petite de Prudence, je ne dors pas. Je suis tellement sensible que les trucs comme ça me hantent. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de la voir demain sur Radio Equinox. Dès 7h15, elle va nous raconter son parcours. Sinon, les étrangers sont choyés chez nous. Choyés dans l'hôtel. Elle va nous raconter demain matin sur Radio Equinox 93 FM Douala comment elle a commencé, évidemment, d'où a commencé ce projet pour le Koweït. Et ensuite, on verra ce qu'elle a subi là-bas et comment elle est arrivée au Cameroun, de retour au Cameroun. Alors, Flores, on va rapidement prendre l'autre information ce matin. Hein. La seconde information, vous avez tout droit à Yaoundé pour revivre ce fait qui a quand même fait paniquer les populations de Nomayos pour ce samedi 13 octobre. Un camion qui transportait donc des bouteilles de gaz qui a donc explosé dans cette dite localité. On est dans la cité, la capitale politique Yaoundé. Et on a donc également au cœur de cette information, on a eu un mort et qui a un individu qui a donc reçu des fragments de cet accident, surtout de la bouteille de gaz, alors qu'il essayait de prendre selon les témoignages, hein, quelques photos et vidéos du véhicule en feu. Donc les autorités, une enquête est ouverte. Le camion aurait, selon les autorités, percuté donc un véhicule qui était donc stationné là au bord de la route. Et justement, pour le moment, on n'a encore enregistré aucun bilan officiel, mais toutefois, on a eu un mort. Et cette explosion a quand même fait paniquer, puisque l'endroit n'est pas très loin d'un camp militaire. Ça a quand même fait paniquer pas mal la population du coin qui a tout de suite constaté qu'il s'agissait tout simplement d'une explosion liée à tout ce que j'ai évoqué ce matin. Il faut pousser. Alors, Charles Hamel va faire un commentaire là-dessus. Alors, monsieur Rifopoussi, il faut dire déjà que c'est plutôt le pneu qui a éclaté. C'est un pneu qui a éclaté littéralement. Et lorsque le pneu a éclaté, le véhicule est en circulation, ça fait dérouter, ça fait dérouter véritablement. Et du choc, les têtes ont lâché, c'est-à-dire les têtes, les têtes de bouteilles ont lâché, parce que vous voyez dans le choc, la première tête a lâché, ça a ouvert le gaz, et puis l'étincelle aidant, vous savez que lorsque la bouteille se cogne, l'étincelle aidant, avec ces multiples têtes qui ont lâché, l'explosion a été telle. Les voitures étaient obligées de passer plutôt par Simbok. Oui. On a littéralement stoppé, dévié les véhicules par Simbok. C'était tout un embouteillage de ce côté de Yaoundé pour circuler véritablement. Merci Charles Hamel. Flores, et vous terminez. Alors, je vois vos théories. Oui. On est lundi. Le Conseil constitutionnel rend dans son verdict sur le contentieux électoral ça mardi. Je rappelle que ça sera au cours d'une audience solennelle très attendue. Les faits et les moyens allégués donc seront révélés et exposés pour la manifestation de la vérité. Je le rappelle, l'institution va statuer sur les dites requêtes. On a
annulation totale, j'y arrive, ou partielle de l'élection présidentielle. C'est mardi. Donc on sera à partir de 11h, en tout cas, en son siège au Palais des Congrès de Yaoundé. Je rappelle que les différentes parties vont s'exprimer publiquement pour faire comprendre le contenu de leur doléance. Eric Fopossi. Voilà, donc dès demain 11h au Conseil constitutionnel. Alors, bon, Bengan, on entre dans le vif du sujet. Absolument. Mais comme c'est technique, on ne peut pas trop s'aventurer de ça. Donc, vous savez, on vous dira toujours que comme le débat est public, venez voir. Mais je ne me fais pas d'illusions. Sur la base d'un fait établi dans le système, les partis politiques ont demandé aux juges qu'il soit autorisé de, comment vous appelez ça, que les huissiers de justice puissent travailler pendant le jour de repos. En fait, quand on dit jour férié, pendant les jours fériés, parce que l'élection se passe de jours fériés, on n'a pas admis. Sur 150 requêtes seulement du MRC, je ne connais pas des autres, ça aurait pu faire plus de 300 requêtes. Aucun juge n'a accepté qu'un huissier de justice puisse vérifier les cas de fraude. Est-ce que le Conseil constitutionnel pourra laisser les avocats de ces partis-là plaider vraiment pour qu'on annule les élections, ne serait-ce que partiellement dans certains bureaux de vote? Permettez-moi d'en douter. D'accord. Ok, donc c'est compris. On a peut-être aussi précisé qu'il y a eu cette petite polémique qui est née d'une déclaration du professeur Nkuvondo qui a parlé de la non-signature du procès verbal de la Commission nationale de recensement général des votes et que le professeur Alain Foguet du MRC lui a d'ailleurs demandé de signer ce procès verbal. Alors, je rappelle que le professeur Foguet, lui, il a répondu à ça. Il estime qu'on ne peut pas contester un document sans n'en pas pris connaissance. Voilà, comme c'est technique, je vais dire que moi, l'un et l'autre, je ne donne tort à personne. Oui, et franchement, il précise, professeur Alain Foguet, que lorsque vous ne signez pas le procès verbal, on ne vous donne aucune copie. Voilà, on ne vous donne aucune copie, oui. Donc, mais est-ce que Univers n'aura donc pas de copie? Puisqu'en fait, dès que ça sera ouvert, les avocats s'échangent souvent des données qu'ils ont l'un ou l'autre. Tout à fait. Donc, bon, moi, je ne condamne pas. Nous sommes chacun a sa stratégie, mais comme nous sommes en milieu politique, c'est la fin qui justifie le moyen. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous avez sans doute remarqué ce rose sur nos tenues sur ce plateau. C'est parce qu'on parle d'Octobre Rose avec le PDMD, la plateforme de diagnostic médical de Douala, et les femmes Ebony qui se liguent contre le cancer chez la femme. Et donc, pour en parler sur ce plateau, nous avons trois personnes charmantes. Madame Clarisse, bonjour. Bonjour, Eric Fopossi. Je rappelle que vous êtes ingénieure électrotechnicienne, membre d'Ebony. C'est important qu'on le dise. Exactement, c'est voilà. Le cas. À vos côtés, Madame Stéphanie Ngatsi, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopossi. Vous êtes promotrice de crèche, garderie, mais également aire de jeu à Makepe, membre d'Ebony également. C'est important de le dire. Et le monsieur qui vous accompagne sur ce plateau ce matin, monsieur Tsafak, Dukeng Charmant, j'aime son prénom, Charmant, infirmier diplômé d'État principal, chargé de la communication de la paix et DMD. Bonjour, Charmant. Bonjour, monsieur Eric Fopossi, et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télé qui nous regardent ce matin. D'accord. Alors Clarisse, la première question c'est pour vous. Qui est Ebony, Clarisse? Merci de passer la parole. Ebony, c'est un groupe de 12 femmes, un groupe auquel j'appartiens. 12 femmes très dynamiques et très solidaires. D'accord. Qui se sont mises ensemble pour essayer d'œuvrer à leur manière pour améliorer leur environnement social et à travers diverses activités. Au centre de nos activités, on met l'homme avec grand âge, les enfants, les femmes, les hommes. Et bon, on va dire, Ebony, c'est agir ensemble pour améliorer l'environnement de l'homme. Donc voilà, agir ensemble pour améliorer l'environnement de l'homme. Grand âge, bien sûr. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Alors, Charmant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, c'est quoi la PDMD? Exactement. La PDMD, entendez par là, la plateforme de diagnostic médical de Douala. C'est une structure sanitaire qui est basée essentiellement
dans le diagnostic médical, situé en Bagna au lieu du Sable, sur la route de Bonamoussadi, juste devant le collège Safety, sans publicité. Donc c'est une structure sanitaire qui abrite en son sein tout un laboratoire d'analyse médicale complet, je dis bien complet, de la biologie clinique jusqu'à la biologie moléculaire, passant par les anapathes, charges virales, etc. Elle abrite également en son sein toute une unité complète, je dis bien complète, d'imagerie médicale, des radiologies conventionnelles jusqu'aux IRM, en passant par les scanners, mammographie, tables télécommandées pour des examens spéciaux, le studio densitométrie, et aussi notre panoramie dentaire avec 2 bras céphaloramiques. Vous allez également retrouver à la PDMD un service d'exploration fonctionnelle avec son service de cardiologie qui est aussi tout complet, avec une station d'effort, tapis roulant, plus vélo. Donc la PDMD a une double vocation aussi, une vocation qui est universitaire parce qu'elle sert également de plateforme pratique pour les jeunes ingénieurs biomédicaux qui sont formés chez nos partenaires naturels, l'IUC. Et la PDMD a également une vocation qui est sociale. Elle organise également de temps en temps des campagnes de santé comme celle-ci pour le grand bien des populations d'ici d'ailleurs en matière de santé. D'accord. Alors Stéphanie, c'est quoi le concept Octobre Rose? Octobre Rose parce que c'est la période de lutte internationale contre le cancer du sein. Alors il faut noter qu'on a à peu près en France 12 000 femmes qui meurent chaque jour atteintes du cancer du sein. Et à peu près une femme sur 8 qui est atteinte de cette pathologie-là. Donc c'est pour ça que ce concept d'Octobre Rose a été créé. Et donc c'est une période pendant laquelle il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs mobilisations qui se déportent vers le dépistage du cancer. Donc c'est une période durant laquelle tout est mis en œuvre pour informer, sensibiliser les femmes pour venir se faire dépister contre ce cancer-là. D'accord. Et donc pourquoi cette cause pour Ebony? Ebony a la main sur le cœur, c'est une association qui œuvre pour des personnes, des hommes avec grand H, comme Clarisse l'a dit. Donc, compte tenu du nombre qui est quand même significatif, on s'est dit pourquoi pas en parler, pourquoi pas sensibiliser notre public, nous femmes que nous sommes, à venir se faire dépister. Donc, nous saluons vraiment l'action de la PDMD qui a décidé de porter ce projet-là parce que ce sera vraiment du venir voir. D'accord. Alors, Clarisse, quelles sont les activités qui seront menées? Oui, les activités. Exactement. Oui. Étant donné que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes atteintes de cette maladie décèdent par ignorance de leur statut médical, dans ce sens, on a décidé d'y aller à travers des campagnes de dépistage qui commencent aujourd'hui, le 15 octobre, jusqu'au 15 novembre 2018. Et normalement, c'est le mois d'octobre, mais étant donné notre vie politique ces derniers temps, à cause des élections présidentielles, on a dû déporter notre campagne pour ne pas avoir un embouteillage d'informations dans les réseaux sociaux. Donc, une campagne de dépistage commence aujourd'hui. Alors, tout le monde est invité à la PDMD, comme l'a dit Charmant, à Sable, Bonamoussadi. Et on a fait, avec le partenariat PDMD, on a pu avoir des prix vraiment à presque 50% de remise pour attirer le plus de population possible. Donc, toutes les femmes sont invitées et c'est au début de cette campagne qui va s'étaler d'aujourd'hui, 15 octobre 2018, autant pour moi, au 15 novembre 2018. D'accord. Alors, Charmant, y a-t-il des conditions pour bénéficier de cette campagne? Bon, avant de répondre à votre question, pour compléter l'ensemble des activités qui seront menées, on rappelle également que le dimanche 21 octobre 2018, il y aura une grande marche de sensibilisation qui sera organisée. Le point de départ, ce sera la PDMD et l'arrivée également. Une marche sur pratiquement 7 km. Donc, toutes les femmes sont conviées à cette marche-là pour sensibiliser davantage les autres femmes
aller au dépistage, parce que c'est ça le problème. Il faut se faire dépister. Et il y aura également une conférence débat qui sera organisée dans la salle de conférence de la PDMD sur le thème, enfin en tout cas sur les cancers, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et surtout l'ostéoporose post-ménopausique. Parce qu'il faut rappeler, Eric, au lendemain de la ménopause, le squelette de la femme devient tout fragile et perd un peu sa teneur en calcium au niveau des os. Donc le squelette est fragile. Et donc il y aura un médecin gynécologue qui sera convié parce que c'est la femme est trop proche du gynécologue, vous comprenez Eric. Donc il y aura également un oncologue, là on parle du cancer. Il y a également un médecin rhumatologue pour vraiment aborder le sujet de la fragilisation des os vis-à-vis de l'ostéoporose post-ménopausique. Donc la campagne va également aller jusqu'au lundi 15 novembre, ça sera la fin. Et puis on va rappeler que par rapport aux conditions dont vous mentionnez, M. Eric, il n'y a pas de conditions particulières. On va tout simplement dire que les jeunes femmes qui sont en âge de procréer, jusqu'à les femmes avec un âge un peu plus avancé, sont conviées. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à des femmes qui font des cancers de façon précoce, ou alors la ménopause aussi de façon précoce. D'accord. Donc, toutes les femmes sont conviées. Okay. Et puisqu'on connaît également combien est si cher le temps de la femme entre les courses, le boulot et tout, il y a également une plateforme de communication pour prendre rendez-vous au 690 42 54 67. Quel numéro? On va reprendre ça le 690 42 54 67 pour prendre rendez-vous et gagner un temps en principe. D'accord. Merci à vous, Clarisse, Stéphanie et Charmant, ce matin d'être venus nous parler de cette belle cause. L'émission se poursuit, madame, messieurs, avec interpellation. Comme chaque matin, on prend l'élément. On va ensuite revenir en plateau pour le décryptage. À tout de suite. Oui, je pense que pour le développement et le progrès dans notre pays, il faudrait que le gouvernement pense à décentraliser l'administration. C'est-à-dire qu'on puisse développer tous les coins et régions du pays. On ne concentre plus le développement seulement dans les capitales. Parce qu'on risque d'être saturé. La population quitte les régions reculées pour venir se concentrer à Douala, Yaoundé. Oui. Il faut qu'on développe toutes les régions du pays, tous les secteurs. C'est-à-dire que si on voit que les régions peut-être de l'Est ou du Sud sont fortement agricoles, qu'on puisse développer l'agriculture là-bas et on continue à créer les lycées d'agriculture pour développer, de sorte que tout le monde ne vient plus toujours à Douala, Yaoundé et tout et tout. Oui. Le port en eau profonde qu'on a créé à Kribi, c'est une bonne chose. Ça permet déjà de désengorger Douala pour un peu aller vers le sud. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans cette lancée, on développe davantage. Oui, pour qu'on puisse se concentrer à Douala, Yaoundé. Retour sur le plateau, madame, monsieur, pour décrypter la demande de ce compatriote, Bengan. C'est vrai que c'est un discours qu'on a tous les jours ici. Hein? Oui, mais je dirais aux compatriotes que c'est déjà connu. La décentralisation est actée depuis janvier 1996. Et lui, comme nous savons comment ça va à pas de géants. Il y a même quelqu'un, c'est lui qui a promulgué cette loi, a dit qu'il allait accélérer. Bon, je ne sais pas, peut-être l'accélération devient comme ce que disait Jean-Michel Cancan. Bon, je ne sais pas. On n'accélère pas. Tout le monde connaît la formule et on ne veut pas l'appliquer, surtout ceux qui sont chargés de l'appliquer. Malheureusement, c'est dans cette situation qu'on se trouve. D'accord. Alors, Charles Abel, la décentralisation c'est un frein. Hein? Le frein est toujours là. Monsieur Eric Fopoussi, moi je parle de la décentralisation qui a été actée, mais moi je n'entends parler que du transfert des compétences et de l'accélération. Le processus d'accélération. Bon, je ne sais pas quand on a enclenché déjà les vitesses, à quel moment on a enclenché, on a fait tourner la clé. Que vous avez vos nouvelles technologies. Je ne veux pas, je veux connaître. Je ne sais pas à quel moment. D'accord. Donc on se retrouve dans un système où M. Eric Fopoussi, les maires vont vous dire que pour faire telle chose, il faut rencontrer le délégué du gouvernement. Le délégué du gouvernement va vous dire que non, pour que telle chose soit faite, il faut que ce soit ma tutelle. Ça tourne comme ça, on se retrouve à s'embrouiller, à se mêler les pédales. La preuve, je vous ai dit, chaque jour qui passe, nous avons 2000 personnes
qui viennent à s'installer à Douala, sortant des 4 coins du Cameroun. On a 2000 personnes à Douala. Faites un tour, monsieur Rifopoussi, si placez-vous désormais au niveau du pont ou arrivez jusqu'au niveau des agences qui viennent de nord-ouest et tout, vous allez vous rendre compte que sud-ouest, nord-ouest, les gens sont en train de partir, se disant qu'à Douala, on peut réussir. Mais rassurez-vous que d'ici 5 à 10 ans, ce sera impossible même de marcher. D'accord. Merci beaucoup, cher Lamel. En tout cas, on va peut-être d'ici 10 ans, on peut espérer que la décentralisation soit déjà. Si on n'est pas tous allés au Koweït. Voilà, soit on n'est pas tous allés au Koweït. En Libye? Non, au Koweït. Alors, on va basculer tout de suite au plateau B pour récupérer, permettez-moi l'expression, pour récupérer Constilamine avec le Van Bio. Oui. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Le temps que le micro se mette en place, c'est bon maintenant pour Constilamine. D'accord, on y va tout de suite. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour de choisir le concept Salaka en cette belle journée du lundi 15 octobre 2018. Alors, je commencerai déjà rapidement par attirer l'attention de nos téléspectateurs sur les modalités de livraison. Alors, chers téléspectateurs, on a un point de vente qui est celui que vous connaissez déjà, c'est le magasin 1001 tapis, c'est le point de vente du Van Bio Oméga 3. Mais nous donnons la possibilité à tous nos clients d'être livrés à domicile, bien entendu. Et quand je parle bien sûr de livraison à domicile, je ne fais pas allusion à une livraison gratuite. Une livraison à domicile, c'est un moyen qui permet au client de passer sa commande, de nous orienter, de nous donner son point, sa localisation. Nous nous donnons les modalités de livraison. C'est uniquement les frais de transport que vous payez, chers clients. C'est ça, la livraison à domicile. Et quand nous parlons de livraison gratuite, comme on le fait de temps en temps à la radio et ici à la télévision, le client ne paye pas les frais de transport. C'est ça, la livraison gratuite. Mais la livraison à domicile ne veut pas dire que le client ne paye pas le transport. Non, il paye uniquement les frais de transport et nous disons à domicile parce que nous envoyons nos agents qui viennent vous livrer à domicile. Et ceux qui sont hors de Douala ou alors hors de la ville de Yaoundé seront tout simplement, ils vont recevoir leurs commandes à travers nos agences de voyage et nos différents partenaires qui assurent le transport des commandes des clients. Voilà donc pour ce qui est des modalités de livraison. Alors à présent, parlons donc de votre complément alimentaire. Je vous le rappelle, c'est un complément alimentaire qui nous permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Vous l'avez donc à 5 000 francs, bien entendu, chers téléspectateurs, pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Ce complément alimentaire qui est d'origine américaine, fabriqué bien sûr par les laboratoires Cedorex et commercialisé par le concept Salaka. Et le point de vente de ce complément alimentaire, chers téléspectateurs, c'est au magasin 1001 tapis qui est situé en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Oui, c'est le point de vente dans lequel vous retrouverez le complément alimentaire Van Bio Oméga 3. C'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, vous avez également votre lotion, la lotion des diabétiques. Elle coûte 6 000 francs, je dis bien 6 000 francs, votre lotion des diabétiques, uniquement pour la peau des diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est sensible, elle est fragile. Les laboratoires Cedorex ont mis uniquement pour vous, chers diabétiques, cette lotion que vous retrouverez également à 6 000 francs dans notre point de vente. Donc, en guise de rappel, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher de midi à 14h, plus besoin de se casser la tête, plus besoin de réfléchir longtemps. Vous avez désormais une solution qui vous permet de réduire les complications du diabète, qui vous permet de prévenir les AVC, qui vous permet de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle et surtout de favoriser la guérison des inflammations. Et ceux qui ont les problèmes d'articulation, les problèmes de rhumatisme, ce complément alimentaire vous permet également de combattre le rhumatisme. C'est bien entendu le Van Bio Oméga 3, comme je l'ai si bien dit, coûte la somme de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Et n'oubliez pas également votre lotion des diabétiques à 6 000 francs la boîte. Merci chers téléspectateurs et on se donne rendez-vous au magasin 1001 tapis. Ceux qui n'ont pas le temps peuvent appeler
passer des commandes et seront livrés à domicile. Je n'ai pas dit livraison gratuite. J'ai dit livraison à domicile. Merci beaucoup. beaucoup. On va tout de suite basculer très vite avec vous, Florazé, pour prendre quelques messages normalement des téléspectateurs qui nous écrivent pour réagir aux différents sujets que nous avons posés sur la table ce matin. Tout à fait. Alors, la réaction, elle est de Jules qui nous écrit ce matin. Le pasteur qui a célébré mon mariage vit en concubinage avec ma femme. La plupart sont devenus des adeptes du diable priant. Bravo, cher pasteur, bravo. Ils sont toujours ensemble ou parce que c'est... Il dit qu'il vit en concubinage, c'est qu'ils sont encore ensemble. C'est sûr qu'elle a abandonné l'acte, elle a dit qu'elle va se débrouiller. Mon Dieu. Bon, il faut que notre association, ça nous finalement, coupe, hein, commence ça la publicité. Non, mais on a beaucoup de gens terrible. qu'on va récupérer. Absolument. Je n'imagine pas la peine de ce monsieur. Vraiment. Oh là là. C'est comme si on dit Ça que peut le maire, venir de n'importe qui. le maire Mais pas du pasteur. Pas du pasteur, ça fait mal. Parce que Pourquoi ça doit venir d'abord du maire? Ouais, dis donc. la vérité, c'est que on l'observe dans les religions importées, c'est que les croyants de ces religions-là ont le plus souvent une dévotion totale à leur à ces pasteurs, à ces prêtres, et écoutent généralement sans broncher, puisque Florence nous a expliqué. Non, je crois également, merci. Donc il agit en lieu et place de Jésus. Donc du coup, ça fait de lui une figure christique. Voilà le mot. Mais ça fait qu'après, vous êtes traumatisé quand vous constatez que votre pasteur a commis une telle bavure. Vous vous dites, je ne crois plus en Dieu, est-ce que Dieu est, etc. C'est pourquoi je dis, il faut dissocier votre croyance de la personne. Mais attendez, quand vous livrez à un pasteur, je ne veux pas, je condamne. Je condamne la dame. Non, je condamne. Mais je dis, est-ce que Dieu va arrêter d'exister? Il est là. Est-ce que nos croyances en Dieu vont fuir? Ça reste. Mais sauf qu'on a un pasteur qui est infidèle, on a un pasteur qui est impudique. Alors, Florence, la Bible l'a dit. La Bible l'a dit qu'il y aura des faux pasteurs. Je vais vous rappeler quelque chose. La Bible l'a dit. Je vais vous faire une leçon, quelque chose que Boro Bengan m'a enseigné ce matin. Il m'a dit, si quelque chose vous arrive tous les jours, posez-vous des questions sur pourquoi cette chose vous arrive tout le temps. Oui, je reprends ça à mon compte pour dire que si tous les jours on se rend compte que les pasteurs détournent les femmes, les femmes de gens, il y a matière à s'interroger sur cette affaire pour voir, parce que c'est un phénomène social et sociétal qui mérite une étude. Et là, il faut pousser tes gamins une étude sérieuse. Pourquoi les gens, donc, malgré toutes vos bonnes volontés, qu'il faut dissocier Dieu de ça et tout ça, continuent à subir cet art-là dans cette histoire? Mais il faut pas aussi, c'est parce que la chair et les faits. Il faut, je vous assure, vous pouvez expliquer une chose et son contraire. Non, il faut, attendez, il faut une, je vais dire, il faut être réaliste également. Je vous ai dit tantôt que le concept de chasteté et autres, je trouve qu'il est vide. Maintenant, quand vous êtes un pasteur qui est permis d'avoir une femme et des enfants, ça veut dire que vous êtes d'abord un être humain. Oui. Avant d'être un pasteur, vous êtes d'abord un être humain. Et maintenant, est-ce que ce que vous dites, c'est-à-dire ce qui est contenu dans la parole, je vous ai dit que la parole de Dieu sanctionne l'impudicité, sanctionne l'infidélité, sanctionne le reproche. Pourquoi un pasteur pense qu'il doit être à côté de tout cela? Pourquoi? Ça veut dire que, en tant qu'être humain, au-delà d'être pasteur, il sera banni et sanctionné. Alors, Florence, est-ce que vous connaissez Batuta? C'est un très grand penseur arabe qui, au Xe siècle, est arrivé en Afrique, au royaume du Mali, chez le roi Moussa Souleymane. Et qu'est-ce qu'il observe? Il dit, j'observe chez ces nègres que la question d'insécurité, le mal n'existe pas comme chez nous. C'est qu'il observe ça. Je vous fais donc dire quoi? Pour dire que toutes ces fautes, toutes ces choses que toutes ces tares que vous décrivez, est une chose qui arrive quand on en a un contact avec les Blancs, avec les Européens. Mais dans l'Afrique... Moi, je n'en ai pas ce débat. Non, mais je vous dis, c'est une réalité. Je vous dis que dans la vraie Afrique, ce type de cas était régi et n'arrivait pas. Vous pouviez laisser n'importe quel bien dans votre cour
Vous voyez, vous faites 2 ans de voyage, personne ne viendrait prendre ça. Sauf entretenir. Voilà, sauf entretenir. Entretenir. Personne ne viendra dérober ça. Ça, c'est la vraie Afrique. Donc, on se pose des questions. Vous avez oublié, Eric, tu as oublié les pasteurs violeurs. Il y a un pasteur qui nous doit un coup de fil. Il y a un pasteur qui nous doit un coup de fil. Le pasteur, ici à la vallée, on dit qu'il a violé une petite fille. Maintenant, on a appelé en direct pour avoir. Donald Prince Kamga a appelé pour dire que papa, dites-nous si c'est vrai qu'on dit que vous avez violé. Il a dit que je suis sur la moto. Je vous rappelle. Jusqu'au jour, il n'a jamais rappelé. Donc, ça veut dire qu'il y a des pasteurs. J'ai dit qu'il a dit. Parce que généralement, lorsque dans l'actualité, on fustige les prêtres qui sont victimes d'abus sexuels dans l'église catholique, je vois souvent des gens de l'église protestante qui disent souvent que, ah oui, c'est eux les catholiques là-bas, c'est eux qui font ça. Donc, et je rappelle qu'un cardinal, le cardinal, c'est quel pays là? Un cardinal dont le pape a accepté ça. Oui. Il y a un cardinal il y a 2 jours. Le pape a accepté parce qu'il a couvert des cas d'abus sexuels de prêtres sur des mineurs. Je veux dire, à un moment donné, quand ça arrive tout le temps, on se pose des questions. Je veux pas dire, c'est pas des faits uniques. Non, il y a des concepts qu'il faut revoir. Je veux dire que chez nous, les Bantous, lorsqu'on vous initie à la notion de pouvoir, on vous enseigne que derrière chaque pouvoir se cache une grande responsabilité. On vous prend déjà, on vous enseigne le principe de la responsabilité et le pouvoir qui s'incarne. Et à la fin, lorsque vous sortez, on vous précise que si vous venez à violer telle règle, c'est sanctionné par la mort. C'est tant pis pour vous. Donc j'estime qu'il y a une légèreté dans l'initiation des pasteurs, il y a une légèreté dans la façon de gérer, parce que toute personne, on ne meurt pas n'importe comment en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, M. Nicopoussi, même la façon d'enterrer le mort dit tout. Voilà. Il y a ceux qui regardent le ciel, ça c'est occidental. Les Africains, on n'a jamais enterré les Africains en regardant le ciel, jamais. Ça c'est occidental. On n'a jamais enterré les Africains. C'est la position qui change, mon boc. Je vous dis qu'on n'a jamais enterré les Africains, la face vers le ciel. Il y a des positions. Voilà. En tout cas, Florazé, vous semblez penser que l'Afrique a commencé. Non. Vous savez que les cercueils ne sont pas occidentaux. On a enterré les Africains dans les jars. Je prends vous c'est que Florazé, la leçon de cercueil n'est pas africaine. C'est pas africain. Il faut que je vous dise ça, c'est occidentalisé. Arrêtez de prendre pour des cons. On va, madame, messieurs, prendre congé de vous. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.